Actualité. On n'a pas de nouvelles de layoffs aujourd'hui, surprenamment. Là. Critique. Si c'est un 91, là, god damn, this game's gonna be glorious. Rumeur. Tu gardes en tête que ça veut pas dire à 100% que c'est legit. Là. Discussion. Puis si la successeur de la Switch n'a pas du backwards compatibility, yo, ça va faire mal. Réaction. C'est pire que Skull Island Rise of Kong. That is crazy. La VIICTIIMINUTE avec Victim. Mesdames et messieurs, bienvenue à la VIICTIIMINUTE du mardi 16 janvier 2024. Où est-ce qu'on jase de l'actualité dans le monde du jeu vidéo et du divertissement? Aujourd'hui, en manchette, on parle de previews pour Persona 3 Reload qui sort en début février, d'une poursuite légale chez Remedy et des gagnants des 75e Emmy Awards. Mais commençons avec Ubisoft qui struggle au niveau des ventes de Mario plus Rabbids Sparks of Hope qui est sorti il y a 2 ans en 2022. Nouveau report de VGC qui apporte un peu plus de précision concernant de l'information qu'on savait déjà par rapport à la suite de Mario plus Rabbids Kingdom Battle qui a été comme une surprise, right, pour beaucoup de gens. Quand c'est sorti un peu plus tôt dans le cycle de vie de la Nintendo Switch, un petit spin-off collaboratif entre Nintendo et Ubisoft. Puis on avait déjà eu des reports l'année dernière, je crois, qui parlaient de Mario plus Rabbids Sparks of Hope, comme quoi que c'était un flop pour Ubisoft au niveau des ventes. Fait que VGC mentionne que la raison pourquoi c'est considéré un flop, c'est que le jeu aurait simplement vendu 3 millions de copies au travers son lancement d'il y a 2 ans, which is fucking crazy to me, ok? Parce que, on va aller sur Metacritic pour le fun, this game fucking rules, ok? Genre, il y en a qui ont moins aimé Sparks of Hope versus Kingdom Battle. Moi, c'était le premier. C'était mon premier Mario plus Rabbids game. Fait que, ouais, on se donne bien lent à Metacritic. Tu sais, comme 86 de moyenne sur Metacritic. C'est littéralement la moyenne de Prince of Persia The Lost Crown qui sort cette semaine où que les critiques sont sorties last week puis le monde sont déjà en train de dire c'est Early Game of the Year Contender, tu sais. Fait que le jeu était vraiment mauvais, voyons. What? What are you talking about, Cypher? Le jeu était vraiment mauvais. En quoi que le jeu était mauvais? Genre, j'aimerais savoir qu'est-ce qui faisait en sorte que ce jeu-là était mauvais. Moi, de mon côté, ça a été une de mes surprises. Ça a été dans mon top 10 de 2022 quand c'est sorti, là. Fait que je suis très en désaccord avec ça. Les combats duraient 3 secondes tellement que c'était facile. Et boy, peut-être au début, mais pour ma part, à la fin, c'était quand même assez challenging, là. J'ai pas vécu ça de mon côté. 2 mots pourquoi c'était mauvais. Mario Rabbids. C'est quand même... Spooky a pas vraiment tort, là. Cypher il achète 4 jeux par année, puis il en aime juste 2, c'était pas Mario Rabbids. Si on regarde le full report de VGC fait par Andy Robinson, a year after being branded a flop, Ubisoft's Mario plus Rabbids sequel Sparks of Hope has racked up nearly 3 million sales, VGC understands. Et vous allez voir en comparaison là, avec le premier jeu à quel point que c'était un flop. Le premier jeu a vendu 10 millions de copies ou a atteint 10 millions de joueurs. Il y a eu des rabais, il y a eu des free weekends aussi, je me rappelle, là, pour Kingdom Battle. Fait que yeah, c'est 7 millions de moins. C'est 7 millions de joueurs qui ont pas essayé la suite versus le premier jeu, là. Le premier était meilleur, je me suis rendu à la moitié du jeu puis j'étais tanné. Interesting. The sales momentum, which sources said was partly helped by discontinuing on the Nintendo eShop, means Sparks of Hope is performing roughly in line with the historical performance of the first game, which went on to reach 10 million players.
overall. Mais pourquoi il dit que c'est un flop? Je comprends pas. S'il dit que ça a le même momentum. Ah, pas discontinuing, discounting on the eShop. J'ai mal lu le paragraphe. Parce que Kingdom Battle, c'est genre un des jeux qui est tombé le plus souvent à rabais là, de mémoire. It's worth noting that Ubisoft would likely have expected the sequel to have performed even better given Switch's significant growth since the original game was released in August of 2017. And the significant install base of the original game. Regardless, it changes the mood somewhat around the title that just a year ago was being branded a flop by the publisher. Fait que là, je suis pas sûr de comprendre l'article. Sont-ils en train de dire qu'au contraire, ce n'est pas un flop vu que... Je pense que c'est ça qu'ils sont en train de dire. Que c'est pas un flop à cause que ça vend au même momentum que l'autre jeu, là. Tu sais? Puis le premier jeu est sorti... Le Kingdom Battle est sorti en quelle année? 2018? « 2017. Ah ouais, dans la première année de la Switch. Fait que c'est sûr qu'il y a plus d'années de vente derrière lui. Mais interesting. J'ai mal compris l'article avec le headline d'abord. Moi, après 10 heures, c'était autant facile. Je suis pas un gars qui aime les Souls, mais c'était décourageant tellement c'était facile. Le loading du combat était plus long que le combat dans mon cas. Ben pour moi, qui est pas un tripeux de jeu de stratégie, là, pis ça, c'est un peu labelé comme Baby's First Strategy Game. Moi, j'ai eu aucun problème avec ça. C'était exactement le genre de jeu de stratégie que j'aimais avoir, là. Ou que j'aurais aimé avoir. Deuxième jeu d'une série, plus de consoles de dispo, make sense, qui s'attendent à plus de ventes. En plus, ils ont sorti ça, genre octobre, si je me trompe pas, dans une période quand même chargée. Right? Fait que ça a un peu tombé dans l'ombre, tombé dans l'oubli, à cette période-là. Genre, ça a commencé slow, le monde a crié au flop, puis là, ça va steady, puis ça redeem la patente. There you go. Merci d'avoir reformulé le tout, Mr. Johnny. Fait que c'est ça. Donc, si on reprend l'article là, du début, alors que je disais que c'était un flop, eh bien, en réalité, si on se fie aux chiffres, ce que VGC rapporte, c'est que ce ne serait pas autant un flop que Ubisoft le mentionne parce que, ben c'est ça, comme on a dit, c'est le même rythme de vente. C'est juste que tu compares un jeu qui est sorti en 2017, a eu genre 7 ans sur le marché, 6-7 ans sur le marché, versus un jeu que ça fait 2 ans, même pas 2 ans. C'est sûr que les chiffres sont différents, là. T'sais? Ça dépend si la majorité des ventes sont quand c'était 75%, ça reste peut-être pas viable économiquement. Le premier, ça scalait plus pour tout le monde, je crois. Puis aussi le fameux, le jeu d'Ubisoft sont rabais 3 semaines après le launch, pourquoi je l'achèterais là? Ouais, aussi, c'est ça, là. Effectivement, les jeux d'Ubisoft tombent rapidement en rabais, là. Juste pour le fun, on peut regarder genre Avatar, Frontiers of Pandora, pour l'acheter, là. Là, c'est sur le PlayStation Store direct, mais si on va sur genre, I don't know, Best Buy. Ah, $59.99, c'est-tu US dollars, ça, ou c'est... Sale ends! Bon, tu vois, prove the point right there, il est en rabais, $30 off. Et ce jeu-là, ça fait genre un mois-ish, un mois et une semaine qui est sorti, là. Tu sais? Quand même intense. Je suis rendu dans ma lecture. Regardless, ça je l'ai lu. Ubisoft declined to comment when approached in advance of publication of this story. Despite strong reviews, sparks of hope disappointed commercially following its release in October of 2022, with Ubisoft stating it was surprised by its underperformance during the final weeks of 2022. CEO Yves Guillemot later suggested the sequel should have been held back for the Switch's successor, since Nintendo regularly releases just a single installment of its major franchises per system. Zelda est comme, haha, that's not true, and enjoys long and steady sales of each game. Tu sais, je dis Zelda, mais tu sais, tu regardes Mario Kart,
Mario Kart 8 qui est le meilleur vendeur sur Switch. Hein? Puis ils peuvent juste sortir des DLC, puis le monde sont réjouis. Animal Crossing, c'est un autre de ces titres-là qui a comme une entrée par génération de console. Zelda, typiquement, c'est ça. C'est sûr que là, Breath of the Wild / Tears of the Kingdom a changé la donne. Mais c'est comme le premier jeu de Zelda où est-ce que tu reprenais le même monde puis tu l'approfondissais, right? À part genre, le monde va dire oui Max, mais A Link Between Worlds, non, c'est pas la même affaire là, ok? Je comprends votre point, mais c'est pas la même chose. Genre Link to the Past puis A Link Between Worlds, là, oui, c'est le genre même Hyrule, mais non, ok? Ils ont pas importé la map de Link to the Past dans A Link Between Worlds. Mais effectivement, tu sais, comme Nintendo a une réputation de sortir une entrée majeure pour leurs big franchises par génération de consoles. Là. Breath of the Wild techniquement pas un Switch title, mais ouais. Parce que sinon, MK8 est aussi pas un Switch title. Ben, c'est ça la génération de la Switch, man. Des ports de Wii U qui font. Qui génèrent un paquet de ventes pour Nintendo. Mais oui, effectivement, là. If you see it that way. Breath of the Wild n'était pas un Switch only title. Ok? I'll give it to you. Ubi, c'est genre, si dans sa première semaine le jeu n'est pas le nouveau code, c'est un failure. Ben là, c'est ça l'affaire. Ça va être intéressant de voir parce que là, on a une situation un peu similaire avec Prince of Persia, comme j'ai dit. Prince of Persia, que là, dans la conversation au niveau de l'industrie, c'est comme the game au moment où est-ce qu'on se parle. Et le momentum est bon. Ils sortent une démo sur toutes les plateformes. Ils te permettent de jouer au jeu en avance si t'as Ubisoft Plus. Et aussi, si vous précommandez le Deluxe Edition or whatever, t'as aussi le 30-day Early Access. Ça, je l'ai pas mentionné hier, mais je le savais même pas. Je pensais que c'était vraiment juste au travers de Ubisoft Plus, mais il y a aussi un Early Game Access pour le Deluxe Edition, pre-order. Mais même à ça, même si le jeu a un bon momentum, même s'il y a des bonnes notes au niveau des critiques, est-ce que ça va générer au niveau des ventes? C'est un jeu 2D, c'est un Metroidvania, tu sais. C'est pas nécessairement un titre qui va parler à beaucoup de gens, right? Si tu compares Assassin's Creed, admettons, là, just for the argument's sake, tu compares les IP, Assassin's Creed, Prince of Persia. Qu'est-ce que le monde connaisse plus? Ben plus Assassin's Creed que Prince of Persia. Le Prince of Persia, c'est OG comme video game franchise. Fait que, tu sais, peut-être pas tout le monde qui vont être intéressés par The Lost Crown. Puis tu sais, juste prendre Metroid. Dans le genre Metroidvania, t'as Metroid dedans. Metroid Dread a vendu quoi? Genre même pas 3 millions de copies. Puis c'est first party Nintendo Switch exclusive. T'sais? Fait que soyez pas surpris si on a un autre article qui dit que Prince of Persia The Lost Crown, pour toutes c'est quoi le mot je cherche? Pour toute la praise qu'il a reçu, mais c'est un flop pour Ubisoft. Là. Je me suis peut-être mal exprimé, mais c'était pas against you, c'est plus pour Ubi qui dit Nintendo sort juste un jeu par série de console. Mais il n'y a pas de règle du Switch. Il n'y a pas de règle fixe avec la Switch. Mais je l'ai pas pris personnel, je faisais juste comme niaiser puis faire en sorte que Twitch Chat me reprenait sur mes paroles, mais c'était vraiment pas. J'ai vraiment pas pris personnel. Genre Kevin qui joue à COD puis NHL va pas connaître Prince of Persia, mais il connaît Assassin's Creed. Yeah, effectivement, Joe. Effectivement. Ça a moins ce mainstream appeal là. Prince of Persia. Puis avec raison, ils ont bien beau avoir eu un film. Le film que je sais pas si c'est bon ou mauvais là. Mais tu sais, ils ont rien fait avec Prince of Persia depuis genre 10 ans là. Tandis que Assassin's Creed t'en as un pratiquement à chaque année puis ça vend des tonnes de copies. Voir que j'ai dit ça. Ah ok. Moi qui ramène des vieux gags ou des vieux slogans ok. The suggestion is that by releasing 2 Mario plus Rabbids games on the same platform, they may have cannibalized each other's sales. Speaking to VGC last summer, Mario plus Rabbids
series producer Christina Nava claimed that the studio expected Sparks of Hope to sell over a long period of time, like its predecessor did. The first Mario plus Rabbids had more than 10 million players, j'allais dire 100, c'est dans le champ ben raide. Nava said, even though it's Mario, it's also a genre game, turn-based tactical adventure, so we cannot expect to sell high numbers at the very beginning because a game like that is a slow burner. Effectivement, un autre jeu qui va pas chercher la masse principalement, là, parce que c'est très niche comme genre. Even if at the beginning it seemed like Sparks of Hope didn't meet expectations, we are confident that over a number of years it will grow because it's been received by both the press and the public. Oh my god, c'est quoi ce bruit-là? Very, very well. It's just a matter of giving it time with word of mouth, etc. Rabbids, Mario plus Rabbids Studio Ubisoft Milan is currently helping to finish Massive Entertainment's Star Wars Outlaws. Ça, je savais pas qu'ils collaboraient là-dessus. Ask what it plans to do beyond that. Nava said it would lead another big, compelling game. Donc, ça pour dire que, ben, donnez une chance à Mario plus Rabbids Sparks of Hope. Autant au niveau du jeu, de l'expérience en soi, que des ventes. Parce que it's a good game. A good game, it's a funny game. Puis, moi j'ai bien aimé. C'est peut-être pas aussi bon que le premier jeu, mais still great, à mon avis. Tu t'ennuies des stores de location de DVD, de Vidéotron. Je me souviens des annonces. Le DLC de Rayman est good too. Effectivement, là, moi j'ai revisité ce jeu-là l'été dernier à cause du DLC de Rayman. Puis, quoique c'est plus de Mario plus Rabbids gameplay, c'est quand même great. C'est quand même vraiment bon. Puis, si vous êtes comme moi qui tripez pas nécessairement ou est un peu froid à l'idée de jouer à des jeux de stratégie, mais là, vu qu'il y a Mario, puis c'est plus accessible parce que wahoo, puis haha, puis c'est des mécaniques à la Baby's First Strategy Game. You should check it out. You should check it out. Le DLC Donkey Kong pour le premier jeu était vraiment nice. Ouais, il y a beaucoup de monde qui que j'ai vu dire ça là. Fait que c'est ça pour Mario plus Rabbids Sparks of Hope. Toutefois, on n'a pas fini de parler de Ubisoft ce matin parce que ils sont de retour dans les nouvelles. Pour deux raisons. Numéro 1, petit changement qui apporte à Ubisoft Plus. Ubisoft Plus Premium. Là, je sais pas c'est quoi les prix au moment avant ça. Là. Je sais pas si l'article le détaille. Mais changement au niveau de la tarification, semblerait-il, pour Ubisoft Plus. Attends, on va aller regarder le blog post. Là. Si ça dit effectivement si ça change de prix. Oui, y a-tu quelqu'un qui sait combien ça coûtait Ubisoft Plus avant la mise à jour? Je peux peut-être aller le chercher. Ubisoft Plus Price. Je pense canadien c'est 22,99, mais avant que ce changement-là soit initié. Ok, non, c'est qui offre deux offerings. Ok, j'ai un article de Yahoo Finance qui ajoute un peu plus de contexte. Parce que c'est ça, le blog post dit ouais, Ubisoft Plus update, mais on sait pas comme qu'est-ce que ça change ou c'est quoi les changements versus ce qui était déjà appliqué là. Ubisoft is revamping its game subscription service by offering a premium multi-platform plan and adding a less expensive tier on PC. Okay, the company is merging Ubisoft Plus Multi-Access and PC Access into Ubisoft Plus Premium. The new PC tier is called Ubisoft Plus Classics. Ubisoft says there will be no automatic changes for existing PC Access subscribers whose plan will remain the same at current pricing. Okay. Fait que Ubisoft Plus Premium. Là, j'ai-tu compris que Ubisoft Plus maintenant disponible au travers de toutes les plateformes? Ça?
Alongside the early access launch of Prince of Persia: The Lost Crown on Ubisoft Plus, Ubisoft is reneging its subscription plan. Ubisoft Plus Premium offering day one new releases and early access where applicable alongside premium editions, monthly rewards, and more. Ubisoft is also introducing a new offer, Ubisoft Plus Classics on PC, a curated selection of popular back catalog and live games. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Attendez. Fait que Ubisoft Plus, il y a tellement de subscription tiers que je suis mélangé. Fait que Ubisoft Plus, my god ce matin. Ubisoft Plus disponible au travers de différentes plateformes. Je pensais que c'était juste PC. Vous voyez là à quel point que c'est mélangeant toutes les subscription services. Fait que Ubisoft Plus disponible au travers de toutes les plateformes. Là t'as l'abonnement Premium qui bundle le multi-access qui est sur console. Et PC. Fait que I guess c'est comme l'équivalent de Game Pass Ultimate qui regroupe console et PC dans un abonnement. Mais t'as aussi Ubisoft Plus Classics on PC. Qui. Là, c'est où mon article là, de Yahoo? Qui dit que. PC tier is called Ubisoft Classic. Ubisoft said there will be an automatic change PC access subscriber. Mais ça, c'est-tu juste pour les back catalog games ou c'est aussi pour Ubisoft Plus? Alongside the Ubisoft Plus Premium Shake-Up, the company has nailed Ubisoft Plus Classics on PC. This includes access to a collection of popular back catalog and live games for $8 a month. Titles available include Rainbow Six Siege, Far Cry 6, and Watch Dogs Legion. It's worth noting that Ubisoft Plus Extra and Premium subscribers have access to the Ubisoft Classics lineup at no extra cost. Je suis mélangé. Ok, Ubisoft Plus Premium. Ok, on va faire ça. On va mettre ça en bullet points parce que je suis mélangé. T'as Early Access. Puis, attends, je vais augmenter la police parce qu'on voit rien. There you go. T'as Early Access PC et console pour les nouvelles sorties. T'as Ubisoft. Hey boy. Classics. Back Catalog. Là, t'as Ubisoft Classics qui est pour PC seulement. Qui est back catalog Ubi. C'est juste ça la distinction? Je sais que Ubi Plus sur Xbox aussi, mais sur PlayStation, t'as le Classics dans l'abonnement PlayStation. Fucking hell. Sur le site, il y a uniquement 2 abonnements Classic et Premium. Comment je fais pour... si je veux m'abonner à Ubisoft Plus, là? On a-tu Shop, DLC, Ubisoft Store? Non, ça le dit pas. C'est écrit Ubisoft Plus. Voyons, il n'y a pas une page Ubisoft Plus. En gros, abonne-toi aux 2 juste au cas où. Ok, on a trouvé là. Store Ubisoft Plus. Ok, what is Ubisoft Plus Premium? T'as accès aux new releases. Fait qu'un peu comme Game Pass, Day 1, plus 100 jeux sur PC. Premium Editions, access to expansions, season passes and more content, monthly rewards, cancel and come back anytime. Et ça, c'est au coût de $19,99 par mois US. Puis là, t'as le Classics qui est juste disponible sur PC. Qui est Play a selection of 50 plus games on PC with Ubisoft Connects, access to standard edition. Ok. Il aurait dû juste mettre ça dans comme image, ça aurait été vraiment
Juste clair. C'est peut-être juste moi qui est cave à matin puis que. Cave juste à matin. Les autres fois, on n'est pas cave ici. Hein? Fait que c'est 9,99$ par mois. Le Classics canadien. Puis Premium, 19,99$ par mois. Canadien. Ok. La misère à comprendre ce matin là. Mais ouais, j'étais sûr et certain que Ubisoft Plus c'était juste un PC thing. Mais ça c'est. Je pense pas que c'est à cause de. Que la nouvelle a pas été comme mis de l'avant. C'est juste qu'il y a tellement de services d'abonnement là que c'est difficile tout suivre. Ça fait quoi? Ça fait 2 ans que PlayStation a rebrandé PlayStation Plus. Je me rappelle même pas des noms des 3 tiers. T'as Extra, Premium. Je sais pas c'est quoi le 3e. Essential. Well, there you go. Tu sais? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont mentionnées concernant cet article-là? How has Ubisoft Plus evolved over the last 4 years? Have you seen significant subscriber growth year on year? It's been quite an interesting 4 years for sure. We've seen millions of players since launch, and they've enjoyed over 600 million hours of play. 2023 will mark our biggest year ever. We're above projection in terms of subscribers joining the program, and in October alone, we reached the highest month since launch in terms of monthly active users. We're thrilled to see players enjoy the service. Which games are you seeing Ubisoft Plus members spend the most time playing, and what does that data tell you? There's always a mix of games. Assassin's Creed and Rainbow Six are obvious leaders, but we do see a lot of diversity at the top per platform. Among new releases and back catalog, speaking to the former, Assassin's Creed Mirage and the Crew Motorfest quickly made their way into the top 5 in the past couple of months. Effectivement, ben c'est sûr que c'est encourageant, au même principe que Game Pass. Tu donnes le choix à tes... tu donnes le choix aux consommateurs. Hey, paye soit 90$ pour un jeu que tu vas peut-être juste roll credits puis après ça passer à autre chose. Ou tu payes 20$ par mois puis tu peux t'abonner à... Tu peux te désabonner en fait à n'importe quel moment. Tu sais, si tu finis le jeu, tu peux juste te désabonner puis tu sauves de l'argent là. C'est sûr que c'est intéressant là, comme stratégie. What are the differences you're seeing in subscriber behavior versus buyers? One thing we noticed is that a subscription is a great way to introduce our games to brand new players within the Ubisoft ecosystem. 1 in 10 subscribers is someone who has never played a Ubisoft game before. As a result, they go on to discover more of our games, so it really speaks to the model as a means to expand their horizons. Effectivement que, tu sais, si tu t'abonnes à Ubisoft Plus, tu découvres le catalogue, puis t'es comme, ah, ce jeu-là est là-dessus, puis tu sais, c'est de même qui vont récolter leurs abonnés, là. Fait que, tu t'abonnes pour un jeu, mais finalement, tu découvres qu'il y a d'autres jeux qui t'intéressent, ben là, tu deviens comme ça fait en sorte que tu adhères à l'écosystème puis à la plateforme, là. Tell us about Ubisoft Classics and how you have created a catalog of games. Il dit que c'est des back catalog games. How does renaming affect current Ubisoft Plus PC Access subscribers? PC subscribers will keep their plan as is with the same monthly price point that they're enjoying right now. Fait que si vous êtes déjà abonné, rien ne change à ce niveau-là. Fait que yeah. Un peu plus de encore une fois, c'est peut-être juste moi là, qui a de la misère à saisir tout ça. Là. Comme j'ai dit, j'avais même pas conscience que Ubisoft Plus était sur d'autres plateformes. Mais yeah, petit rebrand ou précision qui fait en sorte que là, plus de gens peuvent enjoy Ubisoft Games. Quand même très avantageux, je trouve. Yeah! Effectivement, tu sais, comme juste Prince of Persia, tu peux l'avoir pour. Tu peux y jouer pour 20$. C'est pas juste Ubisoft qui ont comme essayé cette stratégie Game Pass, right? EA font la même affaire. Donc, yeah. J'espère que Prince of Persia va bien se vendre. Mais comme j'ai dit, moi je serais pas surpris si on a un article qui dit que Prince of Persia, en termes de vente, n'a pas atteint les attentes de Ubisoft.
Mais peut-être qu'au travers des abonnements à Ubisoft Plus, ça va être là-dessus que le monde va aller chercher. Là. Pardon, je réponds à un message. Toujours plus d'abonnements me fait chier, mais en même temps, c'est un great deal. 50 plus classic games, c'est quand même beaucoup de jeux. L'autre deal est aussi bon si tu veux les nouveautés d'Ubi. J'ai juste pas 100% compris si le premium inclut aussi les classics. Sur PC, oui. Pour encourager Ubi à faire des jeux différents parce que c'est un Metroidvania assez disponible à tous, je crois. Oui, c'est la sécheuse Spooky. So, great plus deal. Mais la seule affaire, même si c'est un bon deal, la seule affaire là qui me chicote avec tout ça, c'est qu'il y a juste trop. Il y a juste trop de fucking services d'abonnement. Genre, c'est difficile à suivre, man. C'est juste difficile à suivre. Comme celui de Nintendo, je voulais jouer à Ocarina of Time Majora's Mask, c'était assez compliqué s'abonner, je trouve. Ben, c'est pas autant pire, t'as pas 10 000... Ben, tu sais, Nintendo, I guess, c'est plus clair parce que t'as le Expansion Pack. T'as le Nintendo Switch Online, en tout cas. On va se contenter à ça, on va transfer over à notre prochain sujet, parce que sinon on va parler de ça pendant 1000 ans, là. Reste que si vous voulez jouer à Prince of Persia, sans dépenser le plein prix ou le prix complet le asking price complet de ce jeu-là. Mais il y a deux propositions qui s'offrent à vous. Soit vous le downloadez de manière très légale au travers d'un Switch Emulator, ce que your boy is doing. Ou encore, tu payes Ubisoft Plus, puis tu peux y jouer right now avec le Early Game Access. Puis quand même des abonnements, ça finit plus, effectivement. Effectivement, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Fait qu'avec tout ça étant dit, ça va un peu segue vers notre prochain sujet parce que là, Ubisoft est allé de l'avant en disant ce bold statement là. Là les gamers vont être en furie par rapport à ça. Là, on parlait de toute la notion de game preservation dernièrement. Ubisoft qui ont simplement dit get comfortable with not owning games. Donc, soyez à l'aise de ne pas, I guess, posséder vos jeux. Fait que, au même principe que comme en ce moment, tu sais, avec toute l'ère digitale, les différents services de streaming, plus du côté du divertissement, puis même on le voit là encore avec les jeux vidéo, là, on n'a pas vraiment pas droits, je sais pas comment l'expliquer là, mais tu sais, admettons avec Game Pass, les jeux que tu télécharges au travers Game Pass, oui, t'es dans ta console, mais ne sont pas dans ta bibliothèque per se, parce qu'à n'importe quel moment, ils peuvent être retirés de la bibliothèque. Fait que ce ne sont pas des acquis qui t'appartiennent. Hein? C'est juste un produit issu de ton abonnement. Fait qu'avec justement, tous les différents services de streaming, d'abonnement, etc., Ubisoft, il dit justement get comfortable parce qu'il risque d'en avoir plus, puis beaucoup de compagnies risquent de prioriser ça parce que, ben, je sais pas au niveau des chiffres, ça ressemble à quoi, mais ça semble bien fonctionner pour tous ceux qui adhèrent à cette stratégie-là. Là. Get comfortable with my foot up your ass. Mais là, il y a une nuance à apporter par rapport à ça. OK? Parce qu'il y a une différence entre t'abonner à un service d'abonnement comme Ubisoft Plus, Game Pass, PlayStation Plus, puis de pas avoir les droits à ces jeux-là parce que c'est pas des jeux que t'achètes plein prix avec ton argent. Fait que d'ici comme une couple d'années, s'ils décident de les retirer de ces bibliothèques-là, fine. Ça fait partie de la game. Mais par exemple, si tu décides d'acheter un jeu avec ton hard-earned cash, et là, le publisher ou le développeur décide de retirer l'accès à ces jeux-là, comme qu'on a déjà vu dans le passé, là que c'est là que ça devient problématique. Parce que, ben, c'est ça, t'as dépensé de l'argent, même si, me semble c'est hier, je disais souvent c'est des jeux
des vieux jeux que personne joue, que ça coûte plus d'argent aux studios à maintenir en place les infrastructures pour rendre ce jeu-là accessible, right? Ça fait en sorte que, ben, ça retire l'accès à des legacy titles et que pour la préservation des jeux vidéo, ben, ça fait mal. T'sais? Mais c'est ça, je pense pas que. Je sais pas c'est qui exactement, Philippe Tremblay, le gars justement qui est quoté dans cet article-là, qui a comme décortiqué tous les changements au travers de Ubisoft Plus. Je pense pas qu'il dit genre hey, on va délister les jeux que vous avez dans votre bibliothèque que vous avez dépensé de l'argent pour. Non, c'est plus comme soyez pas surpris si vous voyez davantage des Game Pass ou des Ubisoft Plus de ce monde spawner parce que c'est une stratégie qui fonctionne. Ça fonctionne au travail du divertissement avec Amazon Prime, Netflix, Disney Plus, tout ça. Même si les chiffres prouvent le contraire, là, on dirait que chacune de ces compagnies-là perd du cash. Fait que c'est ça. Pour mettre du contexte à tout ça. On va lire l'article de Insider Gaming de Grant Taylor Hill pour voir s'il n'y a pas d'autres précisions par rapport à ça. Je vais aussi prendre le temps de lire le chat là, parce que je vois que vous écrivez des trucs. Moi j'achète tous mes jeux que je sais que je vais vouloir jouer plus tard en CD et les autres, mettons, qui reviennent chaque année digital. Moi ça dépend, genre un petit puzzle game qui prend genre 2-3 heures, je vais pas l'acheter, mais un jeu plus gros, I gotta buy it. Des compagnies comme Xbox, PlayStation et Nintendo devrait avoir un deal genre 25$ par mois, tu as accès à tous les services by month illimité, ce qui comprend Ubisoft, EA. Ils veulent faire payer ceux qui achètent leur jeu à rabais après 1-2 ans après le release. Je joue souvent la première fois à des jeux qui ont plus de 5 ans. Oui, le D-list me fait peur. Mais c'est ça, tu sais, comme c'est pas tout le monde qui est like your boy, qui joue aux nouveautés day one, puis après ça passe à autre chose. Les patient gamers, les temporales et les J-Mish de ce monde. Effectivement, il y en a beaucoup de ça là, qui attendent un jeu en rabais ou que leur backlog est tellement long que une sortie de genre 2014, ben ça va être le prochain jeu qu'ils vont jouer dans leur liste de jeux à jouer, tu sais là. Fait que... In a recent interview, Ubisoft's director of subscriptions, Philippe Tremblay, spoke at length about the state of play. Un petit jeu de mots avec PlayStation, I don't know. In our increasingly digital global landscape, he laid out the present and future of streaming services, particularly covering the recent changes made to the Ubisoft Plus service, which has undergone a slight rebrand. In his words, millions of users have flocked to Ubisoft's cloud-based streaming service since it launched, and there are expectations that the number of users adopting these subscription-based models will swell as time goes on. He stressed that gamers should get comfortable with these services and that despite some users still clinging to physical games, a consumer shift needs to happen. What have I been saying? Qu'est-ce que j'ai dit genre hier? C'est hier qu'on en parlait de physical versus digital? Comme quoi que physical media va juste se dissoudre bientôt. Et oui, on vit dans une ère entièrement digitale. Ah, vous voyez, ma bouteille d'eau apparaît pas, on dirait que je bois dans le vide. Haha, c'est drôle. Oups. Je connais au moins un jeu de 2011 que tu devrais ajouter, que tu devrais jouer, Max. Je pensais de faire un lien avec Outer Wilds, mais il n'est pas sorti en 2011. La bouteille d'eau de John Cena. First Party Nintendo, j'attends pas parce que ça vaut pas la peine. Autrement, oui, j'attends toujours. Ah, Portal 2, right. In his words, millions of users have flocked to Ubisoft's cloud-based streaming service since it launched, and there are expectations that the number of users adopting the subscription-based model... Ah, ça, je l'ai déjà lu. C'est que je suis perdu ce matin. Digital is the future. In recent years, we've seen the concept of cloud gaming and subscription services explode. From PlayStation Now to Xbox Game Pass and from GeForce Now to EA Play, it seems like there are countless services that you can pay a monthly fee for to unlock a host of ever-changing games. There are tens of millions of people, if not more, with multiple subscriptions covering the field and gaining access to hundreds of titles. Est-ce que vous êtes capable, chat, de faire le rundown de combien de services d'abonnement auxquels vous êtes abonné?
Au niveau video games et divertissement, là, je m'en fous si vous êtes abonné au gym ou whatever, là, juste pour la conversation, là. Faites donc un rundown, genre avec un chiffre de combien de services d'abonnement auxquels vous êtes abonné. Moi, je suis 1, 2. Ouais, 2. 2. Boivin, il dit 0, Cyfried 1, Netflix, 1 Prime, Spooky 6. Block Game Pass jusqu'à décembre 2024, PS Plus, Netflix Prime 4. Moi j'ai du Game Pass, Ubisoft et EA Play Pro, donc 3. Pour moi juste Netflix, Disney Plus, Spotify, PS Plus et Nintendo, Netflix Prime. Tu sais comme... C'est rendu comme une affaire, pas un essentiel, mais je te dirais que pas mal, la majorité des gens ont au moins un service d'abonnement quelconque pour ce qui est de gaming et divertissement, là, tu sais. Je m'abonne un mois seulement quand j'ai besoin pour le gaming. 3 Prime, PlayStation Plus, Nintendo de base. Un seul, généralement 2. J'ai Nintendo Online, abonnement familial avec une gang d'amis. J'ai fini mon Xbox Live Gold et pas renouvelé. Anyway, ça existe plus! Je vais le faire Xbox Live Gold, c'est rendu Game Pass Score. Mais je devrais m'acheter une carte de 12 mois bientôt, pas Game Pass. Abonné 2, que je paye 0. Ouais, ça c'est une autre affaire. Fait que moi, techniquement, j'en ai 4 que abonnements, mais que je paye juste 2. En fait, 1. Juste 1, parce que Apple Music got that 6 months free avec PlayStation. Prime, Netflix, Game Pass, Ubisoft Plus pour 1 mois. Gentlemen, PlayStation Plus, Switch, Game Pass, Netflix, Crave, Prime, Crunchyroll, Disney Plus, Apple Music. Hey, ça en fait là! Des services d'abonnement, là, je comprends pourquoi Gentleman il a dit qu'il était cœuré. Ça en fait beaucoup, là. Yeah, rip my wallet. Puis Prime, not gonna lie, je l'ai principalement pour la livraison gratuite. Mais c'est ça, c'est une autre nuance. Tu sais, aussi, les services d'abonnement essayent de bundle plein d'affaires en même temps pour faire en sorte que c'est moins de trucs à gérer, là. Pourquoi personne n'a pas dit Pornhub Premium? Y a-tu vraiment du monde qui paye pour ça? Moi, je vous ai dit que j'avais un abonnement payant. Je vous ai pas dit c'était lequel. C'est Game Pass. Ubisoft recently amended its service Ubisoft Plus with a slight rebrand. The core offering is known as Ubisoft Plus Premium. Ça, on l'a déjà lu, fait que je ne le referai pas. La relecture, je ne le relirai pas. There's still room for more gamers to get on board, though, as Tremblay explained. One of the things we saw is that gamers are used to, a little bit like DVD, having and owning their games. That's the consumer shift that needs to happen. They got comfortable not owning their CD collection or DVD collection. That's a transformation that's been a bit slower to happen in games. As gamers grow comfortable in that aspect, you don't lose your progress. If you resume your game at another time, your progress file is still there. That's not been deleted. You don't lose what you've built in the game and your engagement with the game. So it's about feeling comfortable with not owning your game. Je suis pas trop sûr de savoir ou de comprendre qu'est-ce qu'il veut dire par ça. Mais reste que l'ère digitale est parmi nous. Et soyez pas surpris si on en voit plus de Ubisoft Plus spawner dans l'univers du jeu vidéo. Et abonné à Bibi. Et Discord si ça compte. Ouais, ben ça fait toute partie de ça, là. Sans compter mes 3-4 sub-switch. Ça en fait beaucoup, là. Ça en fait beaucoup. Effectivement. Fait que c'est ça pour Ubisoft Goodness ce matin. Mesdames et messieurs. Ça en fait beaucoup. Ça en fait beaucoup, tout ça. Là, donnez-moi un petit instant, là. Là... Qu'est-ce que vous voulez qu'on couvre? C'est quoi après? On a... Ok, tell you what, on va faire les 3 prochains onglets, on va prendre une pause. Au retour de la pause, on va clencher Last of Us Part 2 Remastered Reviews. Spoilers! It's still fantastic! Et Persona 3 Reload Previews. C'est good? Parce que là, il y a plein d'affaires qui spawnent, puis j'ai de la misère à suivre puis à comprendre. Là. Mon cerveau, on dirait qu'il est ébranlé ce matin avec tout ce qui se passe. Fait que... On a un plan de match. On a un plan de match. Poursuivons avec Street Fighter 6 qui a vendu plus de 3 millions de copies partout à travers le monde.
Fait que Capcom a annoncé le tout via une sortie de presse disant Street Fighter 6 tops over 3 million units sold worldwide. Capcom today announced that Street Fighter 6, the latest title in the storied Street Fighter series, has sold over 3 million units worldwide as of January 3rd, 2024. Fait qu'environ genre 6 mois de vente pour Street Fighter 6 sorti en début juin. The first title in the Street Fighter series was released as an arcade game in 1987, followed by the global smash hit Street Fighter 2 in 1991, which generated mass excitement due to its innovative battle system and sound bites like this one. Japan! Yeah. C'est la seule raison pourquoi je me souviens de Street Fighter 6, c'est pas parce que le gameplay est awesome. C'est à cause de des excellents soundbites comme Japan et USSR or whatever. C'est quoi les autres qu'il y a? United States, me semble. Ça fait longtemps que je peux jouer à Street Fighter 2. Even today, more than 36 years since Street Fighter first debuted, the series... Ah, China aussi, c'est vrai. The series still enjoys immense popularity across the globe with cumulative sales for the series totaling over 52 million units worldwide. Further, in recent years, the series has increased its presence as a driving force in the fighting game genre of esports. Effectivement, puis toujours à ce jour, c'est une des figures dominantes dans le FGC aux côtés de Tekken et I guess Smash, right? Comme les trois grosses figures du fighting game community. Released in June 2023, 7 years after the previous title in the franchise, Street Fighter 6 represents the next evolution of the series and a new generation of fighting games. Along with the Street Fighter League Pro JP 2023 esports tournament, the company is utilizing Street Fighter 6 in the Capcom Pro Tour 2023, which will provide a Capcom record high $1 million USD in prize money to the champion, with the total prize pool for the tour exceeding $2 million US. Et qu'en plus de ça, ils supportent la communauté compétitive avec des cash prizes. On top of these activities, Capcom has worked to capture greater interest and attention for the title with continued content updates, including broad collaborations, additional characters and costumes, such as Outfit 3 additional character costumes, which has helped grow sales of Street Fighter 6 over 3 million units globally. Je sais pas si on a des comparatifs là. C'est sûr que c'est pas comparable là, mais si on regarde mettons Street Fighter 5 total sales, ça dit as of December 2023, Street Fighter 5 has sold 7.4 million units. Fait que presque la moitié là, pour Street Fighter 6, mais tu sais, ça va être un jeu qui va être supporté au travers de différentes updates. Il va y avoir du DLC, quoi qu'il y en a déjà eu. Il va y avoir plein d'updates. Ça va être un jeu qui va avoir une longue durée de vie au même principe que Street Fighter 5. Fait que c'est sûr que ça va excéder 3 millions de copies overall d'ici la fin du cycle de la vie de ce jeu-là. C'est comme les Street Fighter, ils tirent pas mal la sauce. Là. Street Fighter 5 est sorti en quelle année? Pour le fun. 2016. Fait que tu sais. C'est environ 7 ans une durée de vie pour un Street Fighter. Fait que 3 millions en 6 mois, it's not bad. It's not bad at all. En plus que c'est un jeu qui est multiplateforme aussi. Là, fait que tu l'as sur Xbox, PlayStation et PC. Further, Street Fighter 6 has received critical acclaim and was recognized as the year's top fighting game, effectivement, winning the Best Fighting Game Award at the Game Awards 2023, one of the largest ceremonies globally which recognizes the annual achievements of video games and their creators through a blended vote of international media outlets and game fans. Capcom remains firmly committed to satisfying the expectations of all players by leveraging its industry-leading game development capabilities in order to create highly entertaining gameplay experiences. Tant mieux. Tant mieux. Man, Need for Speed Unbound, j'ai joué 10 minutes, j'ai testé le fil des voitures, j'ai drop temporal fait dire de jouer à Need for Speed Heat à la place. Ah ouais, pourtant,
la conversation derrière ce jeu-là, c'était que c'était un underappreciated release qui est sorti dans un mauvais timing. Genre sorti en décembre, là 2 ans. Ça, c'est le Need for Speed avec les genres de dessins anime japonese and shit kawaii, là, right? Des news sur le prochain DLC de Street Fighter 6. Mais là, ils ont pas comme sorti une collaboration avec some anime. Ça dit pas dans les sorties de presse. Il me semble qu'il y a eu des nouvelles de quoi de Street Fighter DLC dernièrement. Là. Les cartoon effects, c'est pas si mal, mais moi aussi j'ai plus aimé Need for Speed Heat. Alright. C'est each its own. J'ai pas vu ça et sûrement tu en as parlé, mais je viens de voir la note de Last of Us 2 sur Meta, 91%. Wow. Hey, un remaster de one of the greatest games ever made qui a aussi des great fucking reviews. Color me surprised. Mais oui, on va en parler après la pause, Erilek. Don't worry about that. Si on reste du côté de Capcom, parce que. Ouais, on se gosse non bien, c'est ça. Va falloir que je change mon macro là, pour mon live split. Ça fait tout le temps fucker la page. Exoprimal, on a un trailer pour Season 3 avec Title Update 3 qui sort ce jeudi. Regardons de quoi ça a l'air, même si je ne pense pas que ça va revigorer les chiffres pour Exoprimal. Your quest begins now. Game Pass game, mais quand même, juste pour backer ce que je dis. Hein? C'est ça. There's no suppressive fire like the oppressive fire of Deadeye Beta. With Barrage Beta, fire is your paint, and the battlefield is your canvas. Roadblock The Beta battlefield is your canvas, non mais cliché. Skywave Beta takes defense up a notch by deploying protective barriers. Game Pass Game, c'est pas une excuse pour faire des jeux mauvais. Hein, qui a dit que c'était mauvais? C'est juste que le player base est bas. C'est correct. Faut jouer à Tunic. Effectivement, jouer à Tunic, ça c'est un great Game Pass Game. Ah, pis ça, c'est la collaboration avec Monster Hunter. On a bien beau rire de Exoprimal puis de dire que ah, look at this game, qu'il n'y a aucun player base qui reçoit un update. Mais faut quand même donner du crédit à Capcom qui supporte leur jeu, peu importe leur player base à long terme. Tu regardes Monster Hunter, il y a du DLC à long terme. Exoprimal, il y a du DLC à long terme. Street Fighter, il y a du DLC à long terme. Resident Evil, il y a du DLC à court terme, mais tu sais, Resident Evil, c'est pas le genre de jeu que tu penserais qu'il y aurait du DLC. Autant Resident Evil Village que Resident Evil 4, puis il donne quand même du DLC, là. Hey, t'as un mode VR gratuit qui te fout à la chienne. C'est pas rien, là. Capcom support leur live service games, effectivement. Puis j'imagine pour Dragon's Dogma 2 qui va sortir dans quelques mois, ça va être la même chose. Fait que kudos à Capcom de supporter leurs jeux qui ont une emphase multijoueur. Alright, maintenant, parlons de Game Pass Games. Alors qu'on a des nouveaux ajouts qui ont été annoncés sur Game Pass. Donc aujourd'hui, vous pouvez télécharger Those Who Remain et Resident Evil 2 Remake qui avaient déjà été annoncés comme ajout sur Game Pass dans le passé. On va voir ce qui s'en vient pour les autres jeux Game Pass. On a F1 23 sur console and PC le 18 aux côtés de Turnip Boy, Robs et Bank Day One on the Game Pass. La suite de
Turnip Boy commits tax evasion. J'adore dire ce nom-là parce que c'est tellement ridicule. Par la suite, le 19, soit vendredi de cette semaine, on a Palworld qui est genre le MMO Pokémon with guns, ramassis de plein de genres de jeux en une seule expérience. By the way, c'est pas précisé du moins dans le graphique ici, là, mais c'est une sortie game preview, fait que c'est genre early access. Fait que, comme j'ai dit, je pense hier, il y a beaucoup de chances que ce jeu-là soit broken et qu'il fonctionne pas vendredi. Fait que just keep that in mind. Ensuite, la semaine prochaine, un autre jeu qu'on savait qui s'en est sur Game Pass Day 1, et ça c'était un de mes jeux que j'attends le plus pour ce mois-ci, Go Mechapal sur Cloud Console et PC. On a Brotato qui sort le 30 sur Cloud Console et PC. Si on se dirige jusqu'au mois de février, un autre titre qu'on savait déjà, Persona 3 Reload, donc le remake de Persona 3, arrive sur Game Pass Day 1, et Anuchard, je connais pas ce titre-là, c'est-tu un new release? Ça va être le 6 février de son côté. Ouais, on va voir. Palworld, ça on savait, mais tu sais, même là, c'est pas précisé que c'est game preview pour Palworld. Brotato, yes. Anuchard, non. Ça semble être un old release sorti le 21 avril 2022. Huh. Ben, coudon. Remake ou remaster ou reload? Garde. C'est très mélangeant ça avec, mais je suis pas mal sûr que c'est un remake. Persona 3. Mais anyway, on va avoir des previews dans quelques instants. Fait que ça risque de préciser le tout. Mais ça, avec la dissociation entre qu'est-ce qui est un remake, qu'est-ce qui est un remaster, là, ça avec, ça devient mélangeant un petit peu. Y avait-il autre chose par rapport au nouveau jeu Game Pass? Ah oui, il y avait les jeux qui quittent. Pardon, j'ai été comme un peu trop sec sur ce segment-là. Hitman World of Assassination quitte Game Pass le 31 janvier. Je pense qu'il avait été ajouté l'année dernière. Peut-être que je me trompe. Ben yeah, Hitman World of Assassination, pardon, qui compile toute la trilogie de Hitman de IO Interactive, quitte Game Pass le 31. Fait que juste un jeu qui sort de Game Pass, étonnamment, ce mois-ci. Persona 3 était vraiment une excellente game, mais Persona 4 Golden était encore meilleur. Tu sais quoi, Erilek, j'ai downloadé Persona 3 Reload sur ma Xbox au travers de Game Pass parce que le preload était disponible. Puis honnêtement, je sais même pas pourquoi j'ai downloadé ça, parce que faudrait que les étoiles soient alignées pour que je fasse hey, je vais jouer à Persona 3 Reload. Je vais jouer à un 100 hours, peut-être j'exagère là, 100 hours JRPG. I'm fucking doing it. Alors que je vais mainer Prince of Persia et The Last of Us 2 Remastered dans les prochains jours. But I downloaded it. Sur ce, les amis, on va prendre une pause publicitaire. Question de reshuffle un peu ma planif. Au retour, on va parler de Persona 3 Reload. On va regarder des final previews pour ce titre qui sort next month sur Game Pass. Mais avant ça, on va faire un review roundup pour Last of Us Part 2 Remastered qui sort cette semaine. Fait que je vais comme placer mes onglets pis tout pour que ça soit une transition smooth et professionnelle, entre guillemets. Et aussi, essayer de catcher qu'est-ce qui se passe avec ma vie parce que j'ai l'air perdu. J'ai l'impression que ce matin, j'anime de manière très boboche, là. Fait que je vais me ressaisir. Je vais peut-être aller me faire un autre café. Peut-être c'est ça que j'ai besoin. Puis on va poursuivre avec d'autres actualités dans le monde du jeu vidéo et du divertissement. Mais avant, on s'arrête le temps d'une pause. Je vous laisse avec ces messages. Wait, la victime c'est du lait. Ok, oui, on est correct. Eh bien,
de vous autres. Et oui, sans vous, ce show 100% indépendant ne serait pas réalisable. Donc, je profite de ce petit ad break pour vous rappeler les différentes avenues possibles que vous pouvez employer pour supporter le show. Si vous écoutez le tout via les versions audio podcast, je vous invite à vous abonner aux feeds respectifs, que ce soit sur Apple Podcasts, Spotify ou Google Podcasts. N'oubliez pas de laisser une petite note pour faire ressortir le show dans l'algorithme. Et petit rappel que la Victiminute est aussi disponible en rediffusion vidéo via Twitch et YouTube. Si vous voulez supporter toute la couverture que j'offre sur les différentes plateformes, la meilleure façon est en vous abonnant à ma chaîne Twitch avec un abonnement régulier ou encore Prime Gaming si vous avez Amazon Prime. Non seulement ça me supporte directement, mais tout ça vous donne accès à un paquet de bonus sur Twitch comme des emotes, une expérience sans annonce et sans interruption, un accès au VIICTIIMINUTE calendrier qui track toutes les nouveautés à venir et aussi au canal Discord réservé. Si jamais ce n'est pas possible, je vous invite à me suivre sur mes différents réseaux sociaux pour ne rien manquer de tout ce qui concerne mon contenu. Et sur ce, je vous laisse avec quelques highlights le temps que je revienne de la pause. Ah man. Comment est-ce que je me déteste? I paid $91 for this! 5 secondes and it's game of the year. Mais agrippe-toi, Mario, what are you doing? Astrofélin. Oh, why the fuck? Ah, le jeu est en français. Yahoo! Wow, j'ai un chat dans les mains. Qu'est-ce qui vient de se passer? Ah, je peux yeet les chats. Attendez. Alright, PETA enters the chat. Hey PETA, look at this. Yahoo! Ah oui, j'ai found my Valentine, man. And it's Mario! Get ready for this shit. There you go. Yahoo! Je sais pas pourquoi j'ai arrivé à ça. Pourquoi j'ai une balle de baseball? C'est quelque chose que je peux faire? Genre, je peux-tu? Oh, attendez, j'ai une meilleure idée que tantôt. Ah, pensez de Julie dans le chemin, esti! Tiens, comme ça. J'ai trop pleurer. Nice. Je mets où moi-même? Yahoo! Mario gets all the pussy! On a Blue Reflection Second Light, qui est un RPG qui sort sur PC, Switch et PS4 le 9 également. Yes. What are we looking at? Holy shit! Hello? C'est un jeu de waifus! De high school waifus! C'est un peu weird! What is this game, man? C'est un typical Navisca game, ça là. Il y en a tellement! Je vais croire que... Dude, non. Are you fucking kidding me, dude? Are you fucking kidding me? Décolle ça! Hey! Ferme le stream. Il y a un... Oh my god! Il y a un pre-order... c'est bon ça! Oh my god! Ok, attendez là. What the fuck, dude? Il y a un pre-order bonus qui te permet d'avoir The Summer Bikini Outfit. C'est super commun des... Hey, c'est... Oh my... Je sais pas quoi penser. C'est incroyable.
tentacule de vidange. Ok, j'ai du temps, moi là. What the hell? I shouldn't even fucking waste my time on these assholes. Je sais pas pourquoi j'ai pris mon temps. Ah! Oh, what the fuck is going on? I'm so close, dude. Don't die. No, I don't want to fucking use sticky keys. The fuck? Ah! Les réflexes de Dieu, toi. Tabarnak, il me reste 12 secondes. What the fuck? C'est parfait comme moment, ça. Comment ça se fait que ça fait 28 minutes que je stream pis j'ai rien qu'u 7 subs pis une donation? Inacceptable. C'est quoi, je travaille gratuitement ici, genre? C'est quoi, genre? Fuck you, je m'en vais! Ungrateful pieces of shit! Mais là, j'ai vu celle-là, j'étais comme... Oh, damn! Ben, merci pour le gifted subs à Deep... Voyons, watch me rip, man. Non, mais il est généreux, what the hell? Ben, voyons donc, man. Je comprends rien. Qu'est-ce que... What are you doing? Ben là... Ben, en fait, pas vraiment des problèmes d'internet. Va te chercher un café. Puis justement, hier, à la Maison des Jeunes, la... Ginette Renault me donne $1! Wait, what? Je me suis jamais crossé devant Amaranth, elle ressemble à Michael Jackson. $5 a month. Okay. Alright, let's save that shit. Fait que là, je vais pull up le Go XLR program. I guess. Ah, c'est Play Stop, there you go. $5 a month. $5 a month. Fait que là, quand le monde il se saura pas, là, je vais faire un nasty rand, puis à la fin, je vais juste plugger là. $5 a month. There you go. That's the meme content you've signed up for. Congratulations. You played yourself. Whoa, that was weird. Somme de retour, mesdames et messieurs, pour poursuivre notre round-up de l'actualité dans le monde du jeu vidéo et du divertissement. La notif a comme... La notif était en retard, là, parce que Pégrondin vient pas juste de resub, il vient de sub... Ah ben peut-être, ça l'a affiché, là. En tout cas, bref, it's been a weird stream ce matin. Let's just put it that way. Merci pour le resub de 43 mois. Pégrondin, by the way. Très apprécié. On enchaîne avec un review round-up pour The Last of Us Part 2 Remastered qui sort ce vendredi sur PlayStation 5. Il y a eu beaucoup de discussions, de conversations autour de la pertinence d'un remaster pour The Last of Us Part 2. Malgré tout ça, hein, surprise, surprise, les critiques sont extrêmement positives. 90 de moyenne au moment où on se parle, avec 59 critiques de listées. Et Burginator qui ajoute un autre sub avec un resub de 2 mois. Merci! C'est très apprécié. Donc, pas longtemps de regarder des critiques pour Last of Us Part 2 Remastered. J'ai pas... habituellement, on regarde tout le temps celle de IGN parce que c'est comme le big media outlet out there. Ils ont pas posté leurs critiques à date. Fait que j'ai celle de Gaming Bolt qui va vous expliquer ce qui se retrouve dans Last of Us Part 2 Remastered and why it's one of the greatest games ever made. Peut-être pas, mais je suis pas mal sûr qu'ils vont... ça va être positif, la critique. On écoute. Them PS5 graphics. I
I'm ready to get my heart broken once again, les amis. Ouh là là! Calling The Last of Us Part 2 a divisive game would be the understatement of the century. True. But for my money, it's one of the best games I've ever played. It's a heartbreaking and relentlessly depressing game, often to the point of being so oppressive that playing it for long stretches can prove difficult. Great game, not replaying, t'es There's something dit. so Je incredibly comprends. refreshing about the absolute honesty with which it tells its harrowing story, and the way in which it completely adheres to the rules of its brutal world, without exception. I was floored when I first played the game 3.5 years ago, and I've only grown to love it more as time has passed. Yes, Spooky. Ah, pour les gens qui n'ont pas encore joué, là, you're in for something. Naturally, le gars a de la I'll take misère. any excuse I can get to play The Last of Us Part 2 again, which means I have been happy to dive into a re-release, even if it was just a straight port of the game with little to no additions or improvements to speak of. The Last of Us Part 2 Remastered, however, is not that. On top of the base game's exceptional campaign, the remaster also introduces an excellent new roguelike survival mode in No Return, which, combined with a host of other additional bonuses, makes this remaster a meaty package that anyone with any sort of investment in the series should be picking up. It's no surprise that No Return is the star of the show here, assuming you've played the base game before. The Last of Us Part 2 has some of the best, most tense combat and stealth mechanics I've ever experienced in a game. Oh, and the shit. remaster's new roguelike survival mode allows them to flourish in ways that the series have... Hey man, Snapcase! Ton nom me dit rien, mais merci pour ton 1 an de resub. J'arrête la critique juste pour te remercier, man. C'est très apprécié. C'est-tu quelqu'un qu'on connaît qui a changé ton nom? Il me semble que ton nom m'a dit sweet fuck all. Mais merci pour ton resub. Très apprécié. Anciennement Sim Happy. Ok, c'est ça. Me semblait aussi. Me semblait. Merci pour ton resub, mon cher. Pendant que j'essaie de réajuster mon bouchon de bouteille d'eau que vous voyez pas. Ça, c'est comme l'autre bouteille d'eau pour les droitiers, là, c'est comme pour les gauchers. Puis je suis pas habitué de boire avec ma main gauche quand j'anime le show. Puis j'ai le micro du côté, en tout cas. Each run in No Return is comprised of C'est un me unique and problem. Don't randomized worry about objectives, it. locations, and more. You begin each run in your hub, and if you're able to make it through them without dying, the run culminates in a tense boss fight. Between each encounter, you return to your hub, where you can purchase new weapons, ammo, and crafting recipes, and upgrade your weapons and unlock new skills using weapon parts and pills that you've been awarded with for completing the run's previous encounters. Structurally, No Return doesn't reinvent the wheel where roguelike experiences are concerned, and each run typically lasts only about an hour or an hour and a half, depending on what encounter types you select and how you play. Which means that there isn't too much breathing room for you to be able to properly dive into the unique build options that the game touts. What No Return lacks in depth in a single run, however, it more or less makes up for with the variety it injects into the experience through other elements. Mods, for instance, are modifiers that can have wild and varying effects, from giving you speed boosts after you vault over objects to having to deal with literal downpour of noxious bloater sacks all over the map. Mods are applied to encounters randomly, and though you do usually have the option to not choose an encounter where a particularly tricky mod has been applied, they also come with bonus points and rewards, which introduces a nice risk-reward element to the proceedings. Beyond mods, gameplay variation comes from a number of other things. No Return encourage a unique playstyle, while which weapons you unlock over the course of a run, which skills you purchase, which encounter types you choose, and what locations you choose to play in can all radically impact the experience as well. There are also gambits, which are optional challenges that you can tackle during a run, like landing a certain number of headshots, for instance, which unlock further rewards. This being a roguelike mode, progression during a run is obviously temporary, which means you'll lose any and all upgrades when you die.
On dirait que la There is, critique however, fait an overarching met progression l'accent system sur le as well, nouveau one mode that's vu been que implemented quite well here, I even mean, it if it makes doesn't sense là, necessarily sur think outside the same box. games parce que From bosses to mods, gambits, completing challenges on allows for PS5. permanent unlocks, and with a large number of challenges available pertaining to everything from engaging with different mods to fighting bosses and more, I can see players putting a significant amount of time into unlocking everything that No Return has to offer. J'ai aucune idée comment No ça fonctionne Return is exactement by avec no Relec. means a revelation for the roguelike genre where its C'est une bonne execution question. is concerned. D'après Yeah, moi, it does have some issues. For instance, not all encounters feel equally d'après moi c'est un interesting. autre In particular, install. I felt Hunted Encounters, which tasks you with surviving against constant comme une enemy version reinforcements until indépendante. the Je timer runs out, pense. Peut-être que je me trompe, mais je get sais over pas. too quickly. And more Moi j'ai often than not, redownloadé I can la just survive PS4 by hiding in a version corner and avoiding juste au enemies, cas où, mais never to engage in combat je pourrais pas or te dire. stealth in any meaningful way. Non, pas But encore, even though Spooky. it does have some issues here and there, Ça s'en by vient. and large, No Return uses The Last of Us Part 2's exceptional combat and stealth mechanics in incredible new ways, and allows you to experience them in a way the campaign doesn't. Beyond No Return, there are a few other intriguing additions in The Last of Us Part 2 Remastered that are also worth mentioning. Chief among them are the Lost Levels, which are early development slices of levels that were cut from the game. Presented in an unfinished state, though to different degrees, and with optional developer commentary, these 3 levels provide fascinating insight into the development process at Naughty Dog, and allow you to engage with the game in a way that we very rarely see in the AAA space, if ever. Nice. Moi j'aime We ça had ces this affaires-là. idea of recontextualizing all of our usual gameplay mechanics that were designed for really violent ends. The workbench, door bashes, throwable weapons, and even the infected, which is my personal favorite. Peppered throughout the level are moments of levity or shared history, all the while seeing how happy and mundane they all were before her huge revenge odyssey. There's also Guitar Free Play, a mode that, as its name suggests, lets you freely engage with The Last of Us Part 2's guitar minigame, while also featuring quand même different assez instruments including a banjo, an approfondi. electric guitar, and more. Meanwhile, those who really want to get into it also have the option to do so by hooking up audio effects pedals. Even What? though The Last of Us Part 2 Remastered's visual and technical Mon upgrades Dieu. over the original PS4 title feel minimal at best, which isn't surprising seeing as the original still looks better than most games today, with comprehensive additions like No Return, The Lost Levels, and Guitar Free Play, it comes across as a legitimately meaty and well-made expanded re-release of the original game. Priced at $50 at launch with a $10 upgrade path available to those who own the PS4 version of the game, it's also great value for money. Hey, 15$ canadiens pour la version PS5 si vous l'avez déjà acheté sur PS4. C'est vraiment un bon deal là. As a better and expanded version of what is probably the best game Naughty Dog has ever made, The Last of Us Part 2 Remastered is incredibly easy to recommend. Hey, did you know that we at Gaming Bolt upload new videos every day? No, I Stick did around, not drop a like, know. subscribe and hit that bell, and let us know what kind of content you'd like to see in the future with a comment below. Fait que 9 sur 10 pour Gaming Bolt pour Last of Us Part 2 Remastered. Ouais, moi avec j'avais vu ce clip-là, blog de Mark Hoppus qui joue à Damn It de Blink sur la guitare de The Last of Us. Si on regarde notre critique pour The Last of Us Part 2 Remastered, Hardcore Gamer, on donnait un 10 sur 10, disant The Last of Us Part 2 was a masterful game back in 2020. The haunting and emotional story, the morally complex characters and themes, the blend of stealth and combat, the environmental storytelling, and the immaculate presentation all came together to deliver an extraordinary game that remains a conversation topic to this day. Effectivement, encore du monde sont mad about what happens in this game. The Last of Us Part 2 Remastered is a reminder of the original games of the original's excellence, and it's a fantastic remaster that remains true to the original product, all while enhancing it in fantastic ways. Beaucoup de 10 sur 10. VGC 5 out of 5. The Last of Us Part 2 Remastered is the best way to play one of the best games ever made. Oui, je crois que oui. Excellent bonus content and visual bells and whistles that make this $10 more than worth it, and the exact excuse you need to revisit this modern masterpiece. C'est tellement bien dit. Genre, je pense que la semaine prochaine, tu sais, lundi prochain, quand je vais revenir là, pour vous raconter mon week-end, puis dire que j'ai joué à Last of Us Part 2, je vais exactement dire ça. C'est une raison parfaite de revisiter
un titre que je n'ai pas joué depuis sa sortie. Ah, même hier, je pense que c'est ça que j'ai mentionné là, quand on faisait nos sorties de la semaine. Ensuite, on a Destructoid avec un 9 sur 10, disant tout simplement This is the most polished version of Naughty Dog's vision and it's choked full of content. Et si on va voir là, dans le mixed side, Inverse, qui ont donné un 7 sur 10. Disant Ultimately, The Last of Us Part 2 Remastered is functionally the same game with a few new features and some developer commentary. It feels like an attempt to capitalize on the success of the HBO series and to entice a new audience to jump into Part 2 before it's adapted into Season 2. Hein? Pour vrai? Wow, je le savais pas. Color me surprised. C'est exactement ça. What else do you think it is? Ah, ils ont sorti The Last of Us Part 1 Remaster, Remake or whatever juste avant que le HBO show sort, ok? Et le PC version est sorti genre aussitôt que la saison 1 est finie, alors que le jeu était même pas potable sur PC. Comme, c'est clairement ça la stratégie de Naughty Dog, là. Ils sont pas caves. Ils font juste. This is just smart business, à mon avis. Il y en a qui vont dire le contraire. Dire, mais moi, dans mon livre à moi, ça, c'est du smart business. Encore là. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est pertinent d'avoir un remaster de The Last of Us Part 2? Non. Mais au moins, ce qui ajoute, puis aussi, tu sais, comme le fait que t'as un upgrade à 15$, tu sais, comme. Ils ont bien joué leur carte avec cette release-là, à mon avis. But while the developer commentary is interesting and helps demystify the kind of work that goes into these extremely expensive video games, its new roguelike mode gets old fast. The Last of Us Part 2 Remaster feels like an inevitability in terms of what the greater market demands, but what that doesn't mean it's worth your time. Se cracher dessus. Voyons, un style un matin, qu'est-ce qui se passe? C'est trop un jeu récent pour continuer de le remaster encore et encore. Mais je pense pas qu'il va être remaster 10 000 fois non plus. Mais effectivement, tu sais, 3 ans après sa sortie, c'est ça. Est-ce que c'est valable? Mais tu sais, Part 1 est sorti last year sur PC, est sorti il y a 2 ans sur PS5 aussi. Tu sais, comme de faire en sorte que tu as les deux Last of Us sur la même plateforme, en plus que tu capitalises sur le momentum de la série HBO, of course, it makes sense. Là. Si on compare le Metacritic average pour Remaster versus Part 2 originalement, Part 2, qui encore une fois je rappelle est un titre très controversé, très divisive à sa sortie en 2020, quand même une moyenne de 93 avec 132 critiques. Sur Metacritic. Le user score, c'est une autre affaire, mais comme on n'a pas besoin d'explorer ça de ce côté-là. Là. J'ai hâte de jouer Remastered sur PS6. On va avoir une collection avec le 1 et le 2 ensemble sur PlayStation 6. You heard it here first. Je pense que le 7 sur 10 est warranted parce que c'est techniquement pas worth it. C'est 800% de smart business, mais je pense que le monde donne des excellents scores parce que The Last of Us 2 était great. Mais pour un remaster, ça change pas grand chose. So, je feel pas la value de donner un bon score. Mais c'est tout le temps touché quand tu fais un remaster à ce niveau-là. C'est comme comment que le jeu peut être moins bon que la sortie originale. Mais je comprends ton point pareil, Droppy. Bon, attends, j'ai un beau petit projet concernant tous les streamers de Twitch. Est-ce que tu me viens de glisser un lien? Oui, absolument. La petite comique, tu peux go ahead and link it in chat. Comment ça, ce jeu-là est pas un 100? Parce que Internet. Je stream ça ton air dans un cours d'instant. J'organise un calendrier des streamers pour l'année 2025. C'est donc ben hot! Avec le thème des peintures populaires de la Renaissance, les streamers de toutes les communautés sont invités à participer. Voici le lien. Ah, c'est donc ben cool! Attends, let me look that up. Un petit comique qui hijack la victimite, mais c'est actually pas mal. On en parlait, man!
On en parlait en fin d'année de genre faire un calendrier, ben juste moi. Mais là, avec tous les streamers, c'est quand même une excellente idée. Chaque année, les streamers ont une chance de se faire illustrer par mois et de se représenter un mois de l'année de ce fameux calendrier. La thématique de cette année, les peintures populaires de la Renaissance. I will look into it. I will look into it, la petite comique. Je vais mettre ça de côté. C'est une nice initiative. Je trouve ça vraiment nice. On s'arjase. Sort Ocarina of Time sur N64, c'est un masterpiece. Sort exact, même jeu sur Switch. Les critiques vont dire que Nintendo n'a pas assez exploité le jeu. Voici un exemple de comment un même jeu peut avoir deux notes différentes pour tenir compte de l'époque et des capacités des consoles. Oui, tout à fait. Mais tu sais, comme Ocarina est sorti sur 3DS, ça a quand même eu des crazy scores là. Mais j'avoue que si tu fais juste comme, hey, on fait juste porter le jeu sur une autre plateforme, that's it, that's all. C'est pas. C'est comme le même jeu, il n'y a pas de changement. Tu sais, Remastered, t'as les fonctionnalités DualSense, t'as le contenu additionnel. Puis encore une fois, tu sais, si t'as déjà le jeu de base, 15$. C'est un trio au McDo! Pas cher, là. En plus, la petite comique. Yes, on veut Victim. To be honest, 15$ c'est pas worth it, in my opinion, pour un jeu qui a pas vraiment changé. Et dans un monde de récession comme en ce moment, je vais l'acheter parce que j'ai pas le OG, mais j'ai aucun de mes 5 amis sur PS5 qui vont l'acheter pour 15$. Mais tu sais, comme, même Temporal qui a déjà joué, il est comme, it's a great game, I just won't replay it. C'est quand même un jeu de genre 30 hours et en soi, il y a pas vraiment de changements qui sont amenés là. Mais comme Victim a dit, c'est un tough call comme toutes les remasters. At the end of the day, vous décidez de qu'est-ce que vous faisiez avec votre argent, avec vos portefeuilles. Mais pour vous inciter, why not watch the features trailer de The Last of Us Part 2 Remastered? Nice segue, je suis fier de celle-là. Je suis fier de celle-là. Le gars, il est surtout pas payé par PlayStation. Sacrément, c'était même pas au maximum mon son. Qu'est-ce que c'est ça? Hi, I'm Matthew. Man, this is annoying. Va vraiment falloir que je change mes shortcuts pour live split. Get your hands off me. Hi, I'm Matthew Gallant. I'm the game director for The Last of Us Part 2 Remastered, which is the best way to experience Ellie and Abby's incredible story. This remaster runs natively on the PlayStation 5 console, taking short ass trailer. The powerful hardware. Buy the game. That's it. That's all. DualSense wireless controller. But there's so much more in this game that we're excited to share. For starters, The Last of Us Part 2 Remastered includes the lost levels. We pull back the curtain on the game-making process, presenting them in their raw and unfinished state. These levels feature developer commentary that tell the story of their creation, and why they were ultimately cut. For a further look behind the scenes, we've recorded hours of new cinematic commentary featuring Troy Baker, Ashley Johnson, Laura Bailey, Shannon Woodward, Hallie Gross, and Neil Druckmann. Nice. There's so much happening there with almost no dialogue. We've greatly expanded the guitar minigame featured in the campaign via a new mode. J'ai changé mon hotkey là, ça devrait être mieux. Ça devrait mieux couler cette histoire-là. Including Ellie, Joel, and the maestro himself, Gustavo Santaolalla. Oh yeah. We've even recorded several new instruments for players to unlock, such as the banjo and steel resonator. We can't wait to unleash the community's creativity with this feature-rich mode. The Last of Us Part 2 Remastered enhances the sense of immersion through the DualSense controller's haptics and adaptive triggers. You'll feel the tension in the bow as you draw back an arrow, and the kick of a shotgun. You'll feel the quiet moments too, walking in the Seattle rain or playing fetch with Bear. Oh. The Last of Us Part 2 broke new ground for accessibility, and we're thrilled to bring over new features that debuted in The Last of Us Part 1 remake for the PlayStation 5, such as audio descriptions for cinematics and speech to vibrations. We're also thrilled to introduce No Return, a brand new single-player roguelike survival mode. Begin your run by choosing one of 10 playable characters, including many fan favorites who were not previously playable.
Each one has their own unique playstyle, traits, and starting inventory. Face off against randomized encounters with remixed levels, enemy factions, game modes, and random gameplay mods. Hey man, mods que tu peux même pas voir les ennemis. And to top it off, there are new character skins, weapon skins, photo mode improvements, and speedrun mode. Nina, we gotta run! The Last of Us Part 2 Remastered is the best way to experience this beloved game on PlayStation 5. And whether you're a returning fan or a newcomer, we're excited to share this journey with you. Cool. Bien hâte de dive in ce vendredi. Get my heart broken once again. Oh yeah. J'avais un autre article parlant de The Last of Us. Venant de VGC, in an interview with Last of Us Part 2 Remastered's director Matthew Gallant, il parle du upgrade PS5. I don't understand some of the consternation about what this offers. It's the best way to play The Last of Us Part 2. Ah, c'est plate, hein, mon cher. You haven't been on Twitter these days. Parce que people bitch and moan about everything. Hein? Aussitôt que ça fait pas leur affaire, ils chiolent. That's just how it is. Mais effectivement, tu sais, comme pour moi, qui est comme, hey, 15$ Last of Us Part 2 avec all the bells and whistles sur PS5, ça me dérange pas. Mais le monde qui ont payé pour, là, 3 ans, sont comme, hey, no way I'm paying this again. Je lirai pas l'entrevue au complet, là, mais yeah. This is the internet. This is video gamers out there. Ils vont profiter de n'importe quelle occasion où est-ce que ça fait pas leur affaire pour chialer. That's just the way it is. That's just the way it is. Un autre gros jeu d'envergure qui s'en vient prochainement, qui est un remake, remaster, reload. Hein? C'est Persona 3 Reload qui s'en vient en début février. On a des final previews de publiées. On va regarder celle de IGN où est-ce qu'il dit Persona 3 Reload isn't a remake with a few alterations here and there. It's a sincerely thought through updated game that can seemingly stand on its own 2 legs in the competitive Persona lineup. Very interesting. On écoute ce que Liane Butkovic a à dire. Elle dit don't call it a remake. Fait que c'est quasiment plus qu'un simple remake. Still probably won't play it parce que 100-hour JRPG. Ok. Crushing victory. I had only just played Persona 3 Portable in the last few years, so that 100-hour saga felt relatively fresh in my mind going into my demo of Persona 3 Reload. I was excited to hang out with all my old pals, but a bit skeptical that it would be different enough to warrant the time investment all over again. In my playthrough that ran more than an hour though, I didn't feel at all like Reload was covering the same ground, even if it basically is. The added gameplay elements, updated graphics, tweaked areas, and social links compel me to sink another handful of months into getting to the bottom of apathy syndrome with the C's crew. Yo, la musique, mon gars, là. The biggest vibe shift was wandering the Tower of Tartarus, which is now the creepiest of all Persona dungeons. The aura is truly unsettling in the chunk of floors that I've played, with the intent to closely emulate the themes of death in the game. Producer Ryota Nitsuma and director Takuya Yamaguchi told me after the demo, reworking Tartarus was a high priority for the team, and it shows. The pacing feels leagues more natural with other shiny distractions to hold attention, including crystallized shadow energy stalagmites to smash and grab items from, and chests that, to open, need expendable bits called Twilight Fragments, which are scattered throughout Tartarus and the real world. Even these seemingly simple additions drastically improve the tempo of moving through the many floors of Tartarus. Oh yeah! The battle mechanics are exactly what one should expect from Persona games. Although actions like switching personas and analyzing skills feel more modern and seamless than they once were.
All-out attacks have also been upgraded with brand new finishing screens, which are cool, and catchphrases, which are also good. This is over. And now, the C's armband is a functional piece of clothing, acting as a gauge to facilitate a new special attack feature called Theurgy, though it's based on Persona 5's Showtime. Theurgy attacks require heightened emotional states and have special conditions personalized to each character to activate, so it takes more strategy. Nous interrompons cette diffusion pour une présentation spéciale. Ouh là là, les amis. Breaking news! Venant tout droit de GSC Game World, les amis. S.T.A.L.K.E.R 2 has been delayed once again. On en parlait hier de S.T.A.L.K.E.R 2 parce qu'il y a eu des leaked images venant du Epic Game Store listing. Et là, on a un wall of text à la place de juste une image venant de GSC Game World. Wait, ça dit sorry that post has been deleted. Si je refresh, is it still there? Que j'ai fait? Ben là! J'aurais pas dû refresh. J'ai perdu mon article. C'est quoi le show d'aujourd'hui? Y'a rien qui va. Hein? Y'a rien qui va. Non, mais c'était legit, là. Il y avait le verified badge pis tout. Et attends, là, moi, essayer de le trouver ailleurs. Ah, ok. Nobel vient de le poster. There it is. Ok, ben le jeu a été reporté. J'ai pas le wall of text pour l'accompagner parce que il a été delete. Malgré le fait qu'il a été reporté, we got a date. We got a new date pour S.T.A.L.K.E.R 2 qui, de mémoire, n'avait pas de date, right? C'était juste early 2024 ou Q1 2024. Maintenant, a une date du 5 septembre 2024. Fait que c'est quand même dans un bout. Game Pass Day 1, ça on le savait déjà. Fait que regardons la bande annonce pour S.T.A.L.K.E.R 2. Après ça, je vais voir si j'ai pas le statement en quelque part là, qui a été effacé. C'est juste ça votre trailer? Why a trailer? I guess for YouTube engagement, mais... Alright, okay. Interesting. Attendez, là, j'essaie de retrouver un article or something, mais... I don't see nothing. Beau feu de camp, en tout cas, ouais, c'est ça. Le jeu est beau visuellement, mais... Sans plus. Non, pourquoi ils l'ont effacé? Il y avait un typo, genre? Ok, on a l'article de... Gematsu, let's take a look. Alright, here is the message from GSC Game World on the delay. Je vous rappelle aussi, là, pour ceux qui ont pas le contexte, là, GSC Game World, c'est un développeur ukrainien. Développé le jeu en plein milieu de la guerre en Ukraine. Ils ont dû se relocaliser. Fait que c'est pour ça que ça fait un bout qu'on attend des nouvelles de S.T.A.L.K.E.R 2. En même temps, la sécurité et le bien-être des employés, c'est la priorité. Fait que aucune rancune à ce niveau-là. Mais ça fait un bout, là, qu'on attend la sortie de S.T.A.L.K.E.R 2. While there is absolutely no way to make another delay sound less dim, we've decided to be clear about our reasons to postpone the game for the sake of yet another wave of polishing. During Gamescom 2023, GSC Game World decided to show a small part of S.T.A.L.K.E.R 2 to the players publicly for the first time ever. This one-time initiative, when transformed into a journey from one event to another across Poland, France, Brazil, Singapore, and other countries. Thousands of players were able to play the game themselves and give the much needed direct feedback afterwards. Two key points emerged from that. The first one was, it absolutely felt and played like a S.T.A.L.K.E.R game, which is basically
which basically summed up both the key intention and the main inspiration for the project from the very beginning. The second one was on the technical side of things. The game apparently needed more time in the oven. Throughout the frankly challenging development process, c'est une façon de le dire, time was on the team's main essence. Seeing the scope of polishing and understanding the limits of the players' patience, GSC was absolutely dedicated to releasing the game in Q1 2024. That, however, doesn't change the fact that at the beginning of this year, certain technical imperfections still hold S.T.A.L.K.E.R 2 below the expected standard for the final experience the fans are waiting for. This extended journey to the release will be supported with much more content from the game to be shared later this year. Fait comme j'ai dit, sans rancune le delay, sachant, voyons, le contexte dans lequel ce jeu-là a été développé. Puis là, au moins, tu sais, le jeu est reporté, mais là, on a une date spécifique. Parce que comme j'ai dit, on n'avait pas de date spécifique, c'était juste un release window assez vague. Fait que, we'll see ya in September, S.T.A.L.K.E.R 2. Et comme j'ai mentionné, et je le répète, ça va être un Day 1 Game Pass release à ce niveau-là. On revient à notre preview pour Persona 3 Reload. To pull off. I didn't spend enough time grinding in Tartarus to get to everyone's moves, but from what I did see, the results are devastating for the enemy. Plenty is different back in the outside world too. First and foremost, I can physically run around 3D streets and classroom hallways as opposed to moving a cursor to call out bubbles in relatively static environments like in past Persona 3 iterations. In general, the camera maintains a tighter shot, making bouncing around locations feel more intimate and nearly first person. Finally feels like I'm truly exploring, experiencing, and learning the geography of Tatsumi Port Island instead of just merely hovering above it. Je viens de lire le message. I didn't feel the message. limitations of a small town in the same way that I did prior. Where Ok, mais là c'est un peu plus. C'est le like message original. Game as the hours wore on. And hey, I can get a part-time job at the movie theater. For me, the most potentially exciting changes to life outside of hunting shadows were made inside the dorm that make it feel like the main character actually coexists there with a half dozen classmates. The rooftop, the kitchen, Fuka's DVD player, and the bookshelf are all now available to use in one's free time for gardening, cooking, watching movies, or reading with a friend to improve your 3 character traits. The core fan base for the sci-fi genre can get pretty picky. Plus, the computer that sits in the lobby is also usable to juice personality stats. Yamaguchi and Nitsuma acknowledged that the dorm was always a special environment for these games. And the effort they put into creating a homey social space gives the C's HQ a welcome warmth against the game's largely bleak main narrative. Oh no, my doubts about diving back into Persona 3 territory were shattered from this demo. Persona 3 Reload isn't a remake with a few alterations here and there, it's a sincerely thought-through updated game that can seemingly stand on its own 2 legs in the competitive Persona lineup. For more Persona updates and everything else in the world of gaming, stick with IGN. Et là, la question que je me pose, c'est est-ce que ça va être mon premier Persona game, mainline Persona game, j'aurais plutôt dit, parce qu'on a joué à Persona 5 Tactical last year. Elle sait pas. Elle sait pas pantoute si je vais y jouer. Peut-être check it out. Mais j'ai l'impression que le début de ce jeu-là va comme trop être du blabla, puis ça va être slow pace, puis ça va juste me décourager. Mais on verra. On verra. On verra pour Persona 3 Reload qui sort le 2 février across all platforms. Right, c'est all platforms. On va aller voir dans le calendrier, je suis plus sûr s'il sort sur Switch. Il me semble que oui. Et... non! PlayStation, Xbox et PC seulement. There you go. Haha, oh god, oui, quoique moins que le 4, if I recall. To be fair, personne aime ça, ce jeu-là. Mais non, il y a du monde qui aime ça, les Relais qui aiment ça. Emerald aussi. Plus que le 5 en tout cas. Yeah, si j'étais pour jouer à Persona, je pense que je jouerais au 5 et non au 3. Mais on verra, là, c'est Game Pass Day 1, fait que... who knows? Bon, j'ai un autre tweet qui n'existe plus. Nice.
la tendance du stream d'aujourd'hui. Let's see. C'était quoi que Nobel avait posté là? Let's scroll back. C'est-tu le Remedy lawsuit? Ouais, c'est le Remedy lawsuit, ok. It's this right here. Maintenant, parlons d'une nouvelle qui m'a pris par surprise ce matin. C'est vraiment absurde comme nouvelle. Une poursuite légale est maintenant en cours entre le studio derrière Alan Wake 2, Quantum Break, Control et aussi anciennement Max Payne et Take-Two Interactive qui sont qui ont les droits, pardon, qui ont, c'est aussi la compagnie responsable de Rockstar et Grand Theft Auto et plein d'autres franchises, mais c'est aussi ceux qui ont les droits à Max Payne et c'est aussi une compagnie qui collabore en ce moment avec Remedy pour les remakes de Max Payne. Et là, ils sont dans des procédures légales à cause du nouveau logo de Remedy qui ont changé. Je pense que c'est l'année passée qu'ils l'ont changé ou peut-être l'année d'avant, là, mais il n'y a pas si longtemps. Fait que pour ceux qui ne le savaient pas, le Remedy, ça c'est l'ancien logo. Le nouveau logo qui figure dans Alan Wake 2. Donc, Take-Two has filed a lawsuit against Remedy Entertainment over its new R logo. C'est absurde parce que c'est deux compagnies qui travaillent en ce moment. C'est ensemble. C'est ça que je comprends pas. Point d'extension lawsuit. Wait, on avait une commande pour ça. Ok, tu viens de l'ajouter. Poursuite judiciaire, tribunaux, litige, le VIICTIIMINUTE lawsuit, tabarnak. Et comme Nobel est dit, the companies are currently working together on a remake of Max Payne 1 and 2. Là, juste pour mettre ça, juste pour faire comme ajouter du contexte additionnel, j'aurais plutôt dire. Remedy New Logo. C'est quand que ça a été annoncé? Le 14 avril 2023. Fait que, il y a un peu moins d'un an qui ont annoncé le changement à leur visuel. Et pour ceux qui ont besoin d'un refresh du logo de Rockstar Games, ben oui, il y a des similitudes, mais encore là, la dissociation est quand même assez évidente là. Right? On a-tu une image qui est plus agrandie? Ok, there it is. C'est comme, come on, n'importe quel cave est capable de dissocier les deux logos là. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi il y a une poursuite légale? C'est dommage niaiseux. Vous avez pas copyrighté la lettre R dans les logos? Genre, je comprends pas. On se dirige du côté de Respawn First pour le full report. In a striking clash of gaming titans, Remedy Entertainment finds itself locked in a legal showdown with Take-Two Interactive over a contentious logo design. Central to the dispute is Take-Two's claim that Remedy's logo bears an uncanny resemblance to Rockstar Games' iconic R. Je vous garantis à 100 000% qu'il n'y a aucune personne chez Remedy qui a justifié le changement de logo en disant « Hey, ça va être comme le logo de Rockstar, le monde va nous associer comme si on était Rockstar Games. » Fucking possible. Ok? Impossible. On a tous les détails ici. Là, on a un post de @usemyhandle qui décortique tous les documents légaux par rapport à cette poursuite judiciaire-là. The logo in question, a stylized R, has become a point of contention, sparking a trademark dispute between the makers of Alan Wake and Grand Theft Auto. This isn't Take-Two's first rodeo in the trademark arena. Just last year, they fiercely contested the naming rights of Hazelight Studios' hit game It Takes Two. C'est vrai, je m'en souviens ça. Showcasing their rigorous approach to intellectual property protection.
This appears to be the same logo Remedy Entertainment revealed to the world in April of 2023. Pretty much the same time dispute was filed. At the time, Remedy Entertainment revealed the logo by saying the bullet in the letter R in the old logo represented the era of Max Payne, but the Remedy of now is much bigger than a single game. We have a whole portfolio of games new and old. Effectivement, tous les jeux de Remedy sont connectés. Alan Wake, Control, Quantum Break, même potentiellement Max Payne, là. On le verra avec les remakes. It was time to update and redefine our visual identity to bring more consistency, showcase our evolution over the years, and better express our vision of today's Remedy. According to data from the UK, as of September 2023, the trademark is still disputed. What is interesting is that Remedy Entertainment revealed the logo in April and filed its logo trademark application in May, a full month after revealing it to the public. Et encore là, ce qui est drôle dans tout ça, c'est que Remedy et Take-Two Interactive collaborent ensemble pour les remakes de Max Payne. Fait comme... Je sais pas quel principe, c'est comme Remedy va être impliqué dans le développement des remakes de Max Payne, right? Est-ce qu'ils vont juste être à titre... Est-ce qu'ils vont juste être présents à titre de pas collaborateur? C'est quoi le mot que je cherche? Il y a un mot que je cherche en spécifique là, d'accompagnateur, I guess, ce serait le meilleur. Consultant, c'est vrai de ça que je cherchais, Valina, merci. Fait que ouais, est-ce qu'ils vont être impliqués comme consultants au lieu de développeurs eux-mêmes? Je le sais pas. Mais ça reste quand même drôle que Take-Two sont comme hey, about that logo now. Such a silly turn of events. Ouais, ben on va être un peu en retard pour les remakes de Max Payne. On a une fucking poursuite judiciaire à régler. Ouais, tu sais, c'est comme... Figure out vos priorités, là, sacrément, là. Voyons donc. Je te dis des fois l'industrie du jeu vidéo. This fucking industry, man. Et là là. Alright, ensuite, parlant de l'industrie, des chiffres venant de l'Europe pour ce qui est des ventes de jeux vidéo en décembre. On speedrun ça. Hardware, c'est la PS5 qui est au top du podium avec la Switch derrière et la Xbox Series. Là, Benji Cells a mis des pourcentages. Je sais pas si c'est versus le mois précédent ou encore est-ce que c'est versus décembre il y a un an. J'ai pas regardé l'article parce que c'est un ajout tardif dans ma planif de VIICTIIMINUTE. Mais yeah. PS5, Switch, Xbox, le classement. Et pour ce qui est des meilleurs vendeurs en décembre, on a EA Sports FC 24 suivi de Modern Warfare 3, Hogwarts Legacy, Super Mario Bros. Wonder, GTA 5, Avatar Frontiers of Pandora, Red Dead Redemption 2 et Spider-Man 2. L'article détaille davantage d'informations. 26 million PC and console games were sold across Europe in December. That's a lot of games. Période des fêtes, guys. Puis pour round out le top 10, là, Mario Kart 8 Deluxe était 9e et Assassin's Creed Mirage numéro 10. Not bad. Mario Kart 8 continue de vendre. C'est... Qu'est-ce qui est garanti dans la vie? Death, taxes et Mario Kart 8 qui continue à vendre. Hein? Parlons maintenant de Suicide Squad Kill the Justice League. On a de l'information additionnelle qui vient de Rocksteady concernant le développement initial de Suicide Squad Kill the Justice League ou avant même Suicide Squad Kill the Justice League. Ça dit comme quoi que Rocksteady was reportedly making an original multiplayer game before Suicide Squad. Despite reports to the contrary, it also claimed that the studio was never working on a Superman title. Bon, il y avait des rumeurs comme quoi qu'il y avait ça in the works. Mais yeah, avant Suicide Squad, il y avait un jeu multijoueur qui était prévu du côté de Rocksteady. Report de Tom Ivan qui dit that's according to a Bloomberg article which covers how the Warner Brothers owned studio
came to work on the upcoming DC supervillain game. Citing sources said to be familiar with the UK studio strategy over the last decade, it claims that after the release of Batman Arkham Knight in 2015, Rocksteady began working on Batman Arkham VR and a previously unreported multiplayer game based in an original franchise. Fait que même pas relié à tout ce qui est DC. Ben, c'est quand même vrai qu'il y a comme eu un gros gap entre la sortie de Arkham Knight et Suicide Squad Kill the Justice League, right? On parle de quoi, genre 8 ans environ? Même plus, 9 ans? Fait qu'ils ont pas juste travaillé sur Suicide Squad, of course. Il y avait potentiellement ce jeu-là en plein milieu, puis ils l'ont scrap pour faire un jeu de Suicide Squad live service, parce que Warner Brothers voulait voir ça sur le marché. Batman Arkham Origins and Gotham Knights studio Warner Brothers Montreal reportedly had a Suicide Squad game cancelled at the end of 2016, and the property was later offered to Rocksteady, which started working on Kill the Justice League the following year. Donc, si on se fait à ce report-là, Suicide Squad Kill the Justice League aurait été initié en 2017, fait que about 7 years of development, something like that, 6 years peut-être plus. No further details were offered about the shelved original multiplayer game. Contrary to reports, Bloomberg also claims that Rocksteady never pitched or worked on a Superman game. Encore là, l'intérêt et les impressions pour Suicide Squad Kill the Justice League reste up in the air. Le jeu sort le 2 février sur PlayStation 5, Xbox Series et PC. On verra ce que les critiques en disent à ce moment-là. Est-ce que c'est notre dernier news article avant d'embarquer dans les game trailers, dates et... Ah non! It's not the last news story. J'en ajoute une à l'instant. Pour ceux qui s'attendaient à voir un Shadowdrop lors du Xbox Developer Direct, ça a été confirmé comme quoi qu'il n'y en aura pas. Donc, on n'aura pas une surprise au même principe que Hi-Fi Rush last year, où est-ce qu'il y avait eu le Developer Direct et Hi-Fi Rush était immédiatement disponible. Donc, on n'aura pas de Shadowdrop. Est-ce qu'il va y avoir un Shadowdrop? Non. Sadly, no. Fait qu'il y en a qui pensaient peut-être Hellblade, on en a parlé quand on parlait du Developer Direct. Sadly, no Shadowdrop de Hellblade ce jeudi. C'est Mike Straw de Insider Gaming qui rapporte le tout. Xbox seemingly heard those rumors and decided to squash them ahead of the show's airing. In a post on the Xbox Wire, Microsoft confirmed some details about the games it'll be showing during the event, specifically when they will be releasing. That all the games in this year's Developer Direct will be arriving later with more details to be shared in the program. The post reads when answering a question about game releases. Et à titre indicatif ou à titre de rappel, le Developer Direct de ce jeudi va mettre en vedette Senua's Saga Hellblade 2, Avowed, Ara, History Untold et Indiana Jones and whatever title que ça va s'appeler finalement. Fait que, yeah. Maintenant, vous le savez, fait que n'attendez-vous pas à des Shadowdrop cette semaine. Ça serait fou, mais c'était un peu évident à ce niveau-là. Puis imagine, là, il Shadowdrop Silksong. Fuck, Silksong ne sera pas Shadowdrop. Même principe que Metroid Prime 4 ne sera pas Shadowdrop. On peut juste abandonner cette... Sortez cette idée-là de votre tête. It's not happening. Why I'm not surprised. Last year was the only year with surprises returned to normal. Ouais, hein, 2023, ça a tellement été une année avec plein de jeux qu'ils pouvaient se permettre de faire des surprises. Maintenant, on est de retour at our same old boring ass video game industry. Qui, la seule affaire that has going for it, c'est que tout le monde perd leur job à chaque jour. Halo Infinite 2! Imagine. Switch 2 va être Shadowdrop. Très unlikely. Très unlikely. Poursuivons
avec notre prochain article. Dernier article relié aux jeux vidéo, quoique c'est connexe avec le divertissement. Martha is Dead. Un jeu d'horreur qui est paru en 2022, I wanna say. 2021, actually. Fait que c'est 2021 en Early Access, je pense, puis 2022 full release. Va recevoir une adaptation cinématographique. C'est quand même random comme IP qui va être adapté pour le cinéma, mais... le horror genre au cinéma a besoin de nouvelles idées, fait que why not reprendre un concept établi au travers d'un jeu vidéo. Report de Eurogamer à ce sujet fait par Victoria Kennedy, 10 ans. Martha's Dead, the psychological thriller set in Tuscany during the Second World War, is being made into a film. The upcoming feature is being made in collaboration with the game's developer S.T.A.L.K.E.R, Productions, and Studio Extraordinaires from Sweden. It is currently in active development. Martha's Dead writer and designer Luca Dalco called the forthcoming adaptation a dream come true. Every element of Martha is Dead was created with extraordinary precision and care. The narrative's complexity was meticulously planned, visualized, and even shaped with a cinematic quality in mind. Wired Productions managing director Leo Zulo added that the game's setting and narrative mode made Martha is Dead the perfect candidate for adapting into a film. We're thrilled to join forces with Studios Extraordinaires to create a landmark cinematic experience, merging the artistry of gaming and filmmaking in an unprecedented way, Zulo said. Andre Hedetoft and Andreas Troedsson from the Swedish production company will act as Martha is Dead's co-directors. Hedetoft will also write the film script, while Troedsson will serve as the cinematographer. Martha is Dead is a narrative masterpiece expertly weaving a spellbinding murder mystery from a young woman's perspective in a way that's never been done before, the co-directors said in a joint statement. We're eager to bring this haunting tale to life, offering both fans and newcomers a cinematic tour de force while staying true to the game's soul-stirring essence. Pour le fun. Allons voir la moyenne sur Metacritic pour Martha is Dead. Not bad. C'est 73 de moyenne. Avec 32 critiques de listés. Pas si pire. Fait qu'on verra ça ressemble à quoi quand cette adaptation cinématographique va sortir prochainement. That's all for gaming news pour aujourd'hui. On se dirige du côté de trailers, new dates, announcements, etc. etc. Il y en a quand même beaucoup aujourd'hui. Il y en a quand même beaucoup. On commence avec Foamstars. Eh oui, le 4 vs 4 shooter développé par Square Enix sort le 6 février. Et ça va être le jeu gratuit du mois pour PlayStation Plus. The 4v4 shooter will be given to subscribers at no extra cost. Sinon, 30$. C'est ça le prix pour Foamstars. Wait, attends. Hold up. The game will be available for subscribers to redeem at no additional cost until March 5th, after which it will be... Ok. Je pensais que après le 5 mars, si le download gratuit avec PlayStation Plus, fallait que tu l'achètes. J'étais comme, what? Interesting strategy, pas sûr que ça va vous bénéficier en bout de ligne. Fait que c'est ça. Fait qu'il va être gratuit jusqu'au 5 mars. Après ça, ça va être 30$ US sur le PlayStation Store. Speaking to... Il est-tu aussi sur PC? Ça dit-tu? Ou c'est PlayStation only? Je pense que je peux trouver l'information ailleurs. Ça a été posté à plusieurs endroits. Let's see. Foamstars. PlayStation Plus. Non, exclusive PlayStation, PS4 and PS5 Foamstars. Speaking to VGC ahead of the announcement, producer Kosuke Okatani said Square Enix decided to negotiate a PS Plus deal because with a PvP game like this, the biggest risk for us
is that there aren't enough people playing it. Rich Brings, Square Enix executive director of publishing strategy, called the PlayStation Plus deal an easy win for Foamstars and said he hoped it would help the game quickly establish a community of players. Effectivement, parce que c'est sûr que si t'as un jeu genre qui feel live service d'entrée de jeu qui est payant, le monde va être comme why the hell would I even bother paying for this, tu sais? Alors que si c'est free to play, ben c'est d'entrée, c'est plus. Ça réduit la barrière d'entrée, je devrais plutôt dire. Mais encore là, tu sais, comme. Ça ne force pas les joueurs à dépenser de l'argent. Fait qu'au niveau de la rentabilité de l'expérience, ben c'est là que ça peut être un couteau à double tranchant, tu sais. Mais là, t'as de l'argent qui vient directement de PlayStation Plus. Fait que. Puis les gens peuvent le demander gratuitement. Fait qu'il y a une retombée au sein des studios impliqués. Puis aussi, ça fait en sorte que ben, les joueurs ont un jeu gratuit qu'ils peuvent check out au lancement. It's a big part of how we can build that Foamstars community right out of the gate, making sure that we have the entire PS Plus install base have access to the game for free for a full month, and you can keep it as long as you've got a valid subscription, he said. Fait que oui, effectivement, puis on le voit dans les chiffres là, de jeux qui ont une resurgence dans genre les NPD numbers or whatever. Ou les Circon numbers, anciennement connus sur les NPD numbers. Genre Callisto Protocol là, comme skyrocket alors qu'il était dans the bottom of the barrel en termes d'engagement, je pense que c'était ça. Fait que ça fonctionne cette stratégie. Et juste pour vous montrer là en chiffres le nombre d'abonnés PlayStation Plus, ça dit. Ça c'est des vieilles stats là. Ouais, j'ai pas des stats récentes, mais ça dit en date de mars 2023, 47,4 millions d'abonnés PlayStation Plus. Launch Day 1 sur PS Plus, je vais l'essayer for sure. Yeah, c'est ça, c'est comme tu peux l'essayer pis t'as aucun. T'es aucunement forcé à dépenser de l'argent ou être investi là. Mais ouais, les derniers chiffres de PlayStation Plus remontent à mars 2023. Really? Il me semble que ça remonte à loin là. I mean, checkez ce que ça fait pour Rocket League puis Fall Guys. Challenge, est-ce que tu peux me montrer un bon live service game Square Enix qui n'est pas un MMO? Impossible. Impossible. Ok? Absolument impossible. When we get those players experiencing it, that becomes our community for the long term. Having that really big launch just felt like an easy win. Square Enix also announced details on Foamstars' post-launch model. The game will receive free themed seasonal updates over the span of 1 year, including new playable characters, maps, and game modes. Everyone will receive gameplay items such as characters for free, but players can opt for a $6 premium season pass to unlock characters immediately and earn additional cosmetics. Square Enix told VGC that while there is an overall plan for Foamstars' first year of content, the team wants to take into account feedback from players and make adjustments based on that. The key thing here is making sure that anything that's tied to core gameplay, a new character, mode, or map having the dual season pass structure means that every user will get those for free. So we're not segmenting the players, and for those who want to take it a step further with more cosmetic items or the ability to unlock characters faster, we do offer that option, said Breaks. Voilà la seule affaire qu'ils ont mentionné aussi, les amis. Ils ont dit arrêtez de comparer Foamstars à Splatoon. Ce n'est pas le même genre de jeu. Ayant joué à Foamstars, kind of. C'est très similaire. C'est pas exactement comme Splatoon. Il y a plus un emphase sur les kills, right? Sur le deathmatch, sur le PvP component. Mais effectivement, c'est. Tu sais, sur Splatoon, c'est de plus de couleurs sur la map. Là, c'est vraiment comme est-ce que tu es capable d'éliminer, right? Me semble que c'était ça. Toutes tes adversaires. C'est sûr, il y en a un que c'est de l'encre, puis l'autre c'est de la mousse, c'est différent, mais ouais.
Square Enix wants players to discover Foamstars is more than just a homage to Nintendo's own Arena Painter, Arena Painters, même l'appelle, and it plans to do it by giving the colorful 4 vs 4 shooter to all PlayStation Plus subscribers at no additional costs. Pardon. First of all, yes, last producer Kosuke Otokatani, when asked if he's bored of comparison to Nintendo's Arena Painting Blaster Splatoon. There have been many comparisons on the internet, but also we saw on social media that the people who actually played it saw that it's a completely different game, and I hope you also agree. I feel like the mechanic of having the things you shoot stay on the field is very unique, he added, joking that it would be an honor if fans eventually give the genre a nickname akin to Soulsborne or Metroidvania. Il y a beaucoup d'ambition, le monsieur. Press Square Enix said it refers to Foamstars as an online party shooter. Mais c'était pas mauvais. De ce que j'avais essayé, là, quand il y avait eu comme la bêta, c'était quand même... C'était correct. Est-ce que je me vois investir des heures et des heures là-dedans? Non. Mais pour l'essayer, avoir du fun ici et là, why not? Le genre va s'appeler Foamy Party. Arrêtez de comparer The Crew Motorfest à Forza Horizon. Mais c'est ça, tu sais. Le gars peut pas nier, esti, que c'est pas moindrement inspiré de Splatoon, là. Come on now. C'est juste funny à mon avis, ça. Il y a aussi ça ici là que j'ai comme mis de côté, mais j'ai pas trop compris exactement c'était quoi. Square Enix said they used Midjourney to create the album covers for the music tracks in Foamstars. Fait que un autre développeur qui utilise du AI pour générer de l'or au lieu de payer des artistes, c'est toujours un sujet très controversé, right? In terms of the content in the game, this makes up about 0.01% or even less. Fait que rien de significatif, mais of course, toute la notion du AI dans les jeux vidéo, c'est quelque chose qui est très divisive, on va se dire. But we have dabbled in it by creating these icons in the game. What's up, little bongo man? Y a-tu... Ok, je pensais que c'était du même article qu'on venait de lire. The Final Fantasy Publishers president recently said in a New Year's letter that it intended to be aggressive in applying AI in its future game development. Bon, ça commence bien. Square Enix has previously used AI for things like improving facial animation and camera angles in Final Fantasy VII Remake. Oui, mais il y a une nuance entre... parce que l'intelligence artificielle, particulier, c'est quelque chose que ça fait des lustres que c'est implémenté dans les jeux vidéo. Mais il y a une nuance entre améliorer les animations des personnages avec du AI et encore générer de l'or avec du AI que quelqu'un qui est un artiste dans la vie de tous les jours aurait pu générer. Là, t'sais. Mais oui, que pour des facial animations, il aurait pu avoir un animateur qui le fasse. Qui anime tout ça. Mais je pense que c'est quand même une nuance à ce niveau-là. Là. Ben c'est ça, comme Jean-Pierre dit, utiliser du AI pour peaufiner quelque chose, hell yeah. Utiliser du AI pour complètement générer quelque chose, hell no. Effectivement. At a recent press event, VGC asked Foamstars producer Kosuke Otokatani if AI was used for any elements on the game, and he confirmed it had. Otokatani claimed that while the vast majority of the game was built by hand, it had used Midjourney, a popular generative AI tool that transforms text prompts into visual art to create a small number of art for in-game icons. Mais pourquoi ils ont pas juste, admettons, pris ce que Midjourney avait fait, puis ils l'ont fait après, là, ils ont comme eu le concept, puis ils étaient comme, ok, on se base là-dessus, puis on va créer notre propre, genre, art. Tu sais, moi, j'ai pas de problème avec ça, là. Juste que là, de prendre ce que Midjourney a fait, puis de l'implémenter dans ton jeu vidéo, c'est un peu bizarre. The assets in questions are said to be related to in-game album covers for the game's music tracks. All of the core elements in Foamstars, the core gameplay, and the things that make the game enjoyable, those are all made by hand. He clarified, however, we did want to experiment with AI as well. Et comme j'ai dit, c'est 0.01% des éléments dans le jeu. Fait que rien de significatif, mais quand même, c'est comme... Come on now.
Et comme VGC rapporte, the use of generative AI is a significant pressure point in many creative industries. Hein? J'ai besoin de vous réitérer ce qui s'est passé du côté du divertissement last year, including video games, with tools such as Midjourney being criticized by some who perceive them as replacing professional artists and using their work without permission for their training set. Surtout qu'ils paient déjà des artistes, c'est pas un small indie qui essaie de sauver des coups, ils sont déjà sur le payroll. Exact, c'est Square Enix. Oui, Square Enix a eu des problèmes financiers, merci Marvel's Avengers, mais c'est ça, ça reste quand même Square Enix là. Des fois c'est une question de budget, genre une compagnie indie a pas nécessairement le budget. Ouais mais c'est Square Enix, je comprends ton point Lil Bongo man, mais ça s'applique pas vraiment pour Square Enix, sadly là. Fait que yeah, gardez ça en tête si vous bootez up Foamstars le 6 février on PlayStation. Ensuite, Suicide Squad Kill the Justice League, on en parlait tantôt. On a l'official gameplay launch trailer qui a été publié. Let's see what this has in store. Oh no. Yo, challenge Warner Brother Games release. Pouvez-vous arrêter d'utiliser les pires soundtracks pour vos fucking video games? Oh là 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 là, c'est genre impossible. Show me what you got. Going airborne. How you feeling, Floyd? Ready to kick your ass. C'est tellement generic comme soundtrack là. J'ai-tu besoin de te rappeler, Alex, qui ont mis un remix de Viva la Vida Loca dans Gotham Knights? Hein? Do I need to retell the past? We are unstoppable. Ça feel comme un Call of Duty trailer. C'est un short ass trailer. Avec Suicide Squad Kill the Justice League le 2 février on Xbox Series, PS5 and PC. Là j'ai d'autres affaires sur mon autre écran. Let's pull them out. C'est pas un trailer mais c'est quand même cool à voir. Nintendo a publié le intro movie pour le remake de Mario vs Donkey Kong. Qui, de mémoire, là, ce jeu-là, le intro movie, quand il est sorti, quand Mario vs Donkey Kong est sorti sur Game Boy, c'était genre juste des images. Fait que là, c'est animé. Fait que c'est quand même nice d'avoir le tout animé étant une cutscene. Fait que Mario vs Donkey Kong qui sort sur Switch le 16 février. Fait que les mains. Je rappelle des sound effects aussi. Wait, c'est-tu actually... Attends, on va regarder l'original après. Mais semble que c'est le même dialogue pis tout. Ils ont-tu juste repris les audio bites? Non, avec la petite musique. Pauvre Toad. C'est vrai que ça feel Saturday morning cartoon. On va aller voir l'original pour comparer. Je suis convaincu qu'ils ont utilisé les mêmes soundbites. Mario vs Donkey Kong intro movie.
Ah, c'est... What the hell is this key art? C'est la même affaire! C'est juste ça sort pas d'un speaker de Game Boy Advance. C'était quoi ce sound effect là? On dirait Donkey Kong qui puke, man. Ah, j'ai hâte pour Mario vs Donkey Kong. That's gonna be cool. Laisse-la jouer. DK, laisse Scalper. Ouais, non, c'est ça. Vous voulez l'écouter au complet? On va l'écouter au complet. Mario vs Donkey Kong. Wait, on n'avait pas... On n'avait pas comme le bug où est-ce qu'il... Ok, c'est quand tu commences le jeu. Que tu le vois défoncer la porte pis tout. Ben, je pense que oui, parce que quand on entendait Mario, ça sonnait beaucoup comme Charles Martinet. Man, c'est quoi le... Ils ont enlevé le No You Don't! Non, ils ont enlevé ça aussi! Ils ont enlevé... C'est vrai! Il y avait cette... Ah non, ils ont enlevé genre un des meilleurs Mario soundbites ever. Le gibberish de Mario. On a juste le Hey, come back here. Damn. 0 sur 10. L'époque où il lui faisait dire du faux italien. Oh là là. That's great. C'est peut-être mieux comme ça, actually. Ouais, je pense qu'il voulait pas se faire call out pour ça, là. Effectivement. Next, the trailer. Frostpunk 2, en fait, on a un trailer pour Frostpunk 2. On a un peu plus de détails concernant sa date de sortie. Première moitié de 2024 sur PC. Plus tard en 2024 sur console, donc Xbox Series et PS5. Et c'est aussi un Game Pass release. On regarde ça. Yo, c'est quoi ça? C'est la suite de Frostpunk. Spooky. C'est un jeu de stratégie, si je me trompe pas. Are you listening? Steward? The great storm wiped the world clean. Let's take it back. But how? Avoue, hein? Genius, this guy. Steward, build us a better home. A home for everyone. C'est un city manager plus qu'un strategy game. J'ai jamais joué, mais c'est un jeu PC là, over the top, puis tu cliques sur des affaires, puis il y a des affaires qui se passent. Hein? Je décris bien les jeux vidéo. We need a place to work. Who else will feed our families? Steward, this squalor will kill us. Steward! Where are the homes you've promised? Can we all receive equal rations? Hospitals are not a place for experiments. Free education for our children. Secure and stable growth. City for the citizens. Mon Dieu. Hear your people. We want a say in how we C'est un run city manager où est-ce que tu gères du monde en furie. Du monde pas content. We'll make sure of that. Let them vote. Yes. Vote. Steward. Do you hear us? Steward. Steward. What about us? What? Impossible. Si Homer Simpson serait là, il dirait c'est plate, mais c'est pas tout le monde qui aime les mêmes genres de jeux, hein, Québec Ghost?
there you go, Frostpunk 2. Cette année, les amis. Stay tuned pour ça. 11-Bit Studios, le dev / publisher, me semble que c'est le publisher. On dit qu'il y a d'autres jeux Game Pass qui s'en viennent prochainement. Fait que, entre autres, ça c'est des jeux qui ont publié dernièrement. The Thaumaturge, The Altars, The Invincible qui est paru last year, South of the Circle, Indica, Frostpunk, Children of Morta et This War of Mine. Il me semble que This War of Mine est disponible sur Game Pass ou l'était. Fait que il y a d'autres jeux Game Pass qui s'en viennent. Maintenant, de 11-Bit Studios. Ensuite, ça va peut-être plus te parler. Spooky. Warhammer 40k Chaos Gate Demon Hunters. C'est lequel ça? Je le sais pas. C'est celui qui est sorti récemment? Warhammer 40k? Let's see. Sorti le 25. Il est sorti cet été? Non, il est sorti last year on PC. Et là, c'est la console version pour ce jeu-là. Fait que PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One le 20 février. C'est ce turn-based RPG. On regarde le trailer. C'est non long à vous, hein. Tellement de jeux de Warhammer 40k, là, je me rappelle plus lequel est lequel. En plus, leurs noms sont tellement pas faciles à mémoriser. Ouh. There you go, pour les gens qui sont intéressés par Warhammer. Ah shit, j'ai pas mis Foamstars de côté. Je me mets des articles pour l'ajouter dans le calendrier pour oublier de les ajouter. Ensuite, on a un trailer pour Ascendant Infinity, a new Unreal Engine 5 powered squad-based tactical multiplayer first-person shooter, goddamn, qui est sorti plus tôt aujourd'hui. Ou la bande-annonce est sortie plus tôt aujourd'hui. Let's take a look at what this is all about. Life can't get much better. Everything is just how we play. Okay, Sharon Johansson. With fight Teabag. But somehow we manage. We'll take on anything together. No matter the size of the endeavor. Your mom played by what now? C'est-tu un extraction shooter? Genre, faut que tu pognes une affaire pis... Yeah, c'est ça. C'est comme un peu The Finals, genre. C'est ça, c'est Squad-Based Tactical Multiplayer. Ok, la personne qui est en charge là, de décrire ce jeu-là, là, we need to have a talk. Squad-based tactical first-person 3v3v3v3 shooter in which biopunk aesthetic landscapes change mid-match. The fuck does that mean? Mais ça a l'air d'être un autre extraction shooter. Un peu comme The Finals. Right? The Finals, c'est quoi? C'est 3v3v3. Là, c'est 4 équipes de 3. Fait que dans... En tout cas. Video games. Am I right? Quoi d'autre?
que j'ai de côté en trailer. Soul Mask! On a un trailer pour ce jeu-là qui va être mis en vedette lors du Steam Next Fest. Il va y avoir une démo le 5 février. On regarde, ça ressemble à quoi? Each day, the weak perish in the jungle. Yet the strong among them will always adapt and survive. Free for all, no 1v1. And become the strongest. Oh shit, je m'attendais pas à un jeu de même là. Ok. Fait que c'est genre open world, crafting, action, exploration game with city building elements. The secrets of this world. Yo, let's rewind a bit, chat. Let's rewind a bit. Tu sais, quand un jeu met une séquence parce que le framerate bug dans ton trailer, ça n'augure pas bien. Tabarnak, c'est pas moi qui lag, là, c'est vraiment le trailer là, que le framerate rush. Tu connais pas Pat Baloney Enshrouded, ça me dit rien? Wait, c'est Skong Island! C'est Skull Island, pas Skong Island. Qu'est-ce que je dis là? Hey, pour vrai, quand le stream finisse, guys. C'est pas ma journée aujourd'hui. Don the mask and create your own era. Skung and Bones. Wishlist now on Steam. On February 5th, play the Soul Mask demo during Steam Next Fest. Ok. Ok. Attendez. Attendez. Yo, what is this? Ubisoft! The breaking news! Nous interrompons cette Ubisoft announced BattleCore Arena first play test set for February 1st to February 6th. C'est quoi? What is this? Marvel it up, mais en PvP? Ok, très vendeur comme trailer. J'aimerais juste savoir c'est quoi exactement. BattleCore Arena is a free-to-play competitive platform shooter where gravity mastery is the key to victory. Use your trusted weapons and abilities to eject your opponents out of the arena in style. Glory awaits you. Take the plunge. En ce que le trailer montrait définitivement. Huh? C'était-tu écrit le logo?
le logo en gros ici, puis ça l'a loadé. Oh my goodness. Choose your platform. Mais je peux-tu savoir c'est quoi le jeu? S'il vous plaît? For all I care, je donne mes informations à Ubisoft. Je sais pas c'est quoi le jeu. Dans juste de register avec aucun contexte additionnel. What the fuck? Y'a rien d'autre. Y'a Twitter.com BattleCore Arena. Ok. BattleCore Arena is a multiplayer competitive third-person shooter game with physics-based gameplay available on Steam. C'est un jeu qui est déjà sorti? Je comprends pas. Pourquoi il y a pin tweet du 8 juillet 2018? I am so confused. I click the Steam link, ça existe pas. What about this one? Je sais pas quoi vous dire, guys. J'aurais aimé ça comme décrire c'est quoi ce jeu-là. Sadly, you got nothing. On a un trailer qui montre des boules, alors que c'est un third-person platform shooter or something like that. Si on regarde la page Facebook. Bonjour à tous, on se retrouve pour la mise à jour de BattleCore Arena. Mais c'est... Je comprends pas la mise à jour. C'est un jeu qui a déjà existé, mais là, il beta test. Ou technical test. Ah, y a-t-il quelqu'un, y a-t-il du monde qui a entendu parler de ce jeu-là, pis c'est juste moi le cave qui savait pas? On regarde sur Instagram, 249 weeks ago. C'est bizarre. Très bizarre. Okay. What else we have? Let's just end this train wreck of a show aujourd'hui. God damn. Lost Legends of Redwall Scout Anthology qui était prévu pour une sortie ce mois-ci, reporté au 20 février. Fait que moi je pense que c'était le 30 janvier sa date de sortie. Fait que là va sortir le 20 février sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Il me semble que ce jeu-là ça avait l'air vraiment boboche. Yeah, a new launch date, le 1 mois, qui avait été publié. Jeu qui ressemble à ça ici, là. Puis là, la date a changé pour le 20 février. Je l'ai mis à jour dans le VIICTI calendrier pour les gens qui ont accès. Coquinou? On a-tu entendu Coquinou qui miaule, monsieur? Monsieur? Oui, c'est lui qui miaule. Last minute ajout. Vu qu'on est là dans le segment, là. Why not? On a le launch trailer pour Helldivers 2. Ouais, déjà. Alors que le jeu sort le 8 février. En PlayStation 5 et PC. Check this out. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Faites des miaulements de... Je pleure. The Federation of Super Earth, keeping managed democracy safe with the lives of our heroes, protecting freedom from tyranny with the gentle touch of an iron fist. But liberty's enemies march ever closer. Together, we must take back control of freedom. Together for managed democracy. Together for victory. Together for liberty. Together for liberty. Together, they fight for freedom. Will you? Messieurs, vous avez pas eu de manger? Enlist in the galaxy's elite fighting force.
Work together to protect your future. Ce trailer change pas mon avis que ça a l'air très générique comme expérience. Become a legend. Tu vois, ça, j'aurais plus comme été down que ce soit un jeu, le jeu gratuit PlayStation Plus pour le mois de février, mais en même temps, c'est un first party PlayStation, fait que c'est très unlikely que ça l'arrive. Fait que. You shoot guns. It is what it is. Juste faire en premier. Salut les gens, Max, avez-vous react au trailer de Tekken 8 cette semaine, le intro movie? Oui, effectivement, on a react à ça hier, puis God damn this game, hein? Ouh! Ça pack a punch, littéralement. Côté divertissement. Let's see what's happening. Les Emmy Awards, en fait, les 75e Emmy Awards ont eu lieu hier soir en direct de, je sais pas trop où, le Los Angeles, parce que c'est là que ça se donne habituellement. Fait qu'il y a premier Emmy suite aux strikes ou à la grève qui a frappé Hollywood l'année dernière. Puis j'en parlais hier quand on ouvrait les Critics' Choice Awards. Fait que là, vu que Award Season a comme été initié au sein de Hollywood puis tout ce qui est de l'industrie du divertissement, il y a beaucoup de award shows back-to-back, right? Beaucoup des gagnants se ressemblent, contrairement à qu'est-ce qu'on a du côté de Coquinou, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me fixes de même? Contrairement à ce qu'on retrouve, mettons, du côté du video game stuff, où est-ce que, tu sais, les gagnants, ça change ou c'est différent un peu plus, dépendamment des différents award shows. Mais du côté du divertissement, là, c'est pas mal tout le temps les mêmes qui remportent, là. Fait que si t'as gagné, genre, le Critics' Choice Awards, tu risques de gagner le Emmy. Puis si ton projet est nominé aux Oscars, ben tu risques de gagner l'Oscar aussi, là, tu sais. Fait que si on regarde la liste des gagnants, tu peux même aller voir sur YouTube Nashi, là, pour le trailer. Tout est timestampé. Fait que si tu veux pas te casser la tête, là, va sur ma chaîne YouTube, puis regarde la victime d'hier. Il y a le timestamp en description. Ça va te sauver du temps. Pour ce qui est de Best Drama Series, encore une fois, c'est Succession qui a remporté le tout. Comedy Series, c'est encore une fois The Bear qui a remporté le tout. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Prenez de l'attention. Je vous en donne de l'attention. Hein? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Monsieur les chats. Vous avez du manger. Vous avez de l'eau. J'ai donné des minouches et un tube ce matin. Je sais pas, comme un chat maltraité. I would like to see the baby. Ok. Avec toi dans pas long, qui nous laisse-moi finir le show, s'il vous plaît. Comedy Series, dans ça je l'ai dit. Limited or Anthology Series, on a Beef qui a également gagné dans les divers award shows où est-ce qu'il a été nommé. Lead Actor in Drama Series, Kieran Culkin a battu Pedro Pascal pour son rôle dans Succession, encore une fois. Supporting Actor in a Drama Series, c'est Matthew McFadden de Succession qui a remporté cette catégorie. Lead Actress in a Drama Series, Sarah Snook pour Succession. Supporting Actress in a Drama Series, Jennifer Coolidge dans The White Lotus. Stifler's Mom, ça, right? Qui avait gagné, je pense, last year as well. Yeah, c'est Stifler's Mom. There you go. Writing for a Drama Series, Jesse Armstrong pour Succession. Fait que vous voyez, Succession, très up there. Rack up the awards.
Directing for a Drama Series. Encore une fois, c'est Succession qui a remporté le tout. Puis, by the way, pour ceux qui ne savent pas, je sais pas si je l'ai précisé tantôt, là, mais les Emmys, c'est vraiment pour ce qui est des émissions de télévision. Là. Lead Actor in a Comedy Series, Jeremy Allen White pour The Bear. Remporte son premier Emmy. Supporting Actor in a Comedy Series, Ebon Moss-Backrack dans The Bear. Également son premier Emmy pour lui aussi. Lead Actress, Quinta Brunson de Abbott Elementary. Supporting Actress, c'est Ayo Edeberry de The Bear. Fait que 3 des personnages principaux de The Bear qui remportent des Emmys. Shout out à eux. Directing for a Comedy Series, The Bear qui remporte encore une fois. Writing for a Comedy Series, The Bear qui remporte encore une fois. Fait que The Bear et Succession, là, c'est comme les shows à battre là, pour 2023. Lead Actor in a Limited or Anthology Series or Movie, c'est Steven Yeun dans Beef. Supporting Actor in a Limited or Anthology Series or Movie, c'est Paul Walter Hauser de Blackbird. Lead Actress, Ali Wong de The Beef. Vous voyez là comme la tendance se maintient. C'est une série principale qui rack up toutes les awards. Supporting Actress in a Limited or Anthology Series, on a Nicey Nash Betts dans Dahmer Monster de Jeffrey Dahmer Story. C'est qui elle exactement? Ah oui, elle, ok, ouais. Yeah. La voisine à Jeffrey Dahmer. Directing for a Limited or Anthology Series or Movie, Beef encore une fois qui remporte. Writing for a Limited or Anthology Series or Movie, c'est Beef également. Les autres catégories, est-ce qu'elles sont tant pertinentes? C'est plus pour les talk shows and what have you. Fait que yeah, ça ressemble à ça. Quand même hallucinant tout ça. Un shout out à Succession, shout out à The Bear. Mais Better Call Saul a établi, avec les derniers Emmys, là, a établi un record en étant la série avec le plus de défaites aux Emmys. 53 nominations aux Emmys durant sa run de diffusion et n'a même pas gagné un seul. Ce qui est quand même triste parce que, si vous avez écouté Better Call Saul, il y en a out there qui vont vous dire que c'est meilleur que Breaking Bad. It's up there. Mais ouais. 53 nominations, pas une seule victoire. Better Call Saul ended forever as the most snubbed series of all time. People don't get it, hein? C'est un si mauvais record, il y a bien des séries qui n'ont jamais été nominées. Non, je le sais, mais quand même, là. Hey, 53 nominations, tu penserais que il y en aurait au moins une victoire. Mais non, sadly, not the case. Better Call Snub, c'est bon ça, Block. C'est un bon jeu de mots. Fait que, Temporal fait dire d'écouter Better Call Saul. Victim vous dit aussi d'écouter Better Call Saul. Because it's a great show. Si on reste dans l'univers de télévision, Ted! Est-ce qu'on écoutez Ted? J'avoue que c'est difficile de trouver comme le diffuseur de Ted. Là. Moi, je l'ai trouvé sur un site boboche. Là. Mais c'est devenu the most watched original series on Peacock ever. Je pense pas que la compétition était féroce sur Peacock. Il faut, pour inciter les gens à s'abonner à Peacock, il faut qu'ils rendent une game de football exclusive à la plateforme de streaming. Fait que ça vous montre un peu l'état de Peacock au moment où on se parle. Et yeah, Most Watched Original Series on Peacock, c'est une série qui est établie par Seth MacFarlane qui a fait son autre travail de différents projets dans le passé. Là, justement, Logic a sorti son podcast aujourd'hui. Premier épisode est avec Seth MacFarlane. Fait que je vais écouter ça plus tard cette semaine. Si on reste dans l'univers de télévision, s'il y en a qui espéraient voir une suite à She-Hulk, semblerait-il que it will not happen. Actrice principale Tatia Maslany, de son côté, ne pense pas que Season 2 va avoir lieu. Elle dit I don't think so. I think we blew our budget and Disney was like no thanks. Et aussi les critiques qui sont un peu divisées par rapport à She-Hulk. Il y en a qui ont aimé, il y en a qui ont détesté.
Puis aussi tous les coûts reliés à la production. Fait que peut-être que Disney, surtout au moment où est-ce qu'on se parle, right? Disney, beaucoup de personnes questionnent la stratégie de Disney au travers des séries télévisées, mais aussi au travers des films, là. Fait que, yeah. Je serais pas surpris si She-Hulk n'a pas une deuxième saison. Ça a coûté 110 millions à Peacock avoir la game. Ça coûte 65 millions à RDS pour toutes les games de la saison plus playoff. Asti que c'est épais. Ah ben non, on saura pas c'était quoi leur shit de break the fourth wall. Yeah, semblerait-il que non. Report qui vient de Games Radar. Bizarre, mais ça dit She-Hulk star suggests the Marvel show won't be coming back for season 2. Bad news, She-Hulk fans. Doesn't look like the Marvel show will be coming back for a second season. With Loki season 2 having just aired and Moon Knight's next chapter officially on the way, Jennifer Walters enthusiasts were keen for more green. Hopeful even. During an appearance on a Twitch stream via Codenames Live, the new class, recently, actor Tatiana Maslany had a candid reply to the host asking whether there are more episodes to come. I don't think so. I think we blew our budget, she joked, and Disney was like, no thanks. While Marvel has never disclosed the exact figures, She-Hulk's budget is estimated to have been around $225 million. Si on compare le tout, admettons, avec le dernier MCU movie qui est The Marvels, $274.8 millions. This is their box office production. Hollywood Cinema Experience, quand même, là. Pour une série télévisée, 225 millions, là. C'est proche. Fait que, yeah. En même temps, avec l'état de Disney, du MCU et de Disney Cinematic Universe or whatever, le service de streaming de Disney, je pense que c'est pas surprenant pour personne de voir ça. C'est sûr que c'est décevant pour les gens qui apprécient la série, mais faut que Disney revise le tout, man. Je pense que le principal, c'est que les core stories, fait tout ce qu'on voit au cinéma, qui vont lead up au prochain Avengers, parce que c'est ça leur but, là. C'est d'avoir le climax à la endgame qu'on a eu anciennement. Je pense que c'est plus important de focuser là-dessus que toutes les autres séries qui, oui, ils ajoutent au MCU, mais tu sais, c'est pas requis là, pour comprendre l'univers. Ça me rappelle la descente aux enfers de Disney pour ces woke épisodes. Ils ont perdu des milliards de dollars, donc là, ils se réveillent un peu. Ben, tu sais, on n'a pas le mot officiel de Disney, là. C'est l'actrice principale qui dit comme je penserais pas, mais comme j'ai dit, je suis pas surpris de tout ça. Une nouvelle qui m'a surpris toutefois hier, parce que si vous avez vu Fast X, right? Vous savez à quel point que Fast and Furious s'est rendu ridicule? Et surtout avec la fin de Fast X, là, on dirait que Vin Diesel, ou le personnage de Vin Diesel, avait des superpowers, là. Là, semblerait-il que Fast X Part 2 va être un major, ou va être un throwback au premier film. Avec un budget un peu plus restreint et moins d'endroits d'envergure. Ils essayent de capturer la nostalgie, quoi. What are they doing? Report that the Insnider. Let's see. Ah, premium membership to read the rest. Nice. C'est paywalled. On va aller chercher ailleurs. Depuis Tokyo Drift, c'est de la merde. Fast 11 will go back to the basics, won't top $200 million budget. According to the Insnider, Fast 11 will take a lean and mean approach. One thing is being trimmed is the budget, which is set not to exceed $200 million. That's still one hell of a budget, but considering Fast X was pegged at $340 million, 10 times the amount of as 2001's original, en même temps, la série a développé depuis le temps. That's a lot of shredded cash. Another aspect that will change with Fast 11 is toning down the constant travel of the crew, instead possibly focusing on one singular heist.
As for the cast, fans can be assured that Vin Diesel will once again be returning as Dominic Toretto, having played him in every main Fast and Furious except Too Fast, Too Furious, pardon. There was some speculation that he could have been removed from the franchise, or it could have ended altogether, with allegations of sexual battery emerged late last year. For his part, Diesel denies any wrongdoing. Louis Leterrier will be returning as director. Le personnage a vraiment une force surhumaine, yeah. C'est un comic book character, là. Je me rappelle que dans le temps, Tokyo Drift, on le trouvait moins bon, moins que les deux premiers. Aujourd'hui, le film est très bon comparé aux autres. Ça a arrêté d'être très bon après le 4 ou à partir du 5. Ça reste passable divertissement quand même en partie. C'est du bon turn your brain off popcorn movie. Là, c'est quoi que ça dit ici? It should be noted that Fast 11 is not the official title for the Fast X follow-up, but going off the goofy names the franchise has made a trademark, might we suggest Fast. C'est bon ça. C'est bon ça. Bonne chance pour marketer votre film en étant fast. Ça dit qu'il est prévu pour une sortie aussi le 4 avril 2025. Maintenant, un live action, ou en fait le tournage du live action How to Train Your Dragon remake a débuté. Prévu pour une sortie en cinéma le 13 juin 2025 avec un autre film animé en live action. Yes, that's what we love. We love to see that shit. We do love to see that shit. Deux trailers pour closer le show d'aujourd'hui. The Gentleman, la nouvelle série venant de Guy Ritchie qui sort en mars sur Netflix. Regardons ça à l'instant. Do you know what I admire about the British aristocracy? They're the original gangsters. C'est Giancarlo qu'on entend? Your house is a testament to the synthesis of this culture. It is. Refinement with aggression. Hesitate anytime to show you what you need to live. Should we play or should we talk? Welcome to the jungle. Guns, cigars and blood. Yeah, Dad. Ouais, c'est-tu Brian Cox, ça? J'ai pas vu. Ok, c'est basé sur le film original de Gentleman. Huh. Ouais, c'est-tu Brian Cox qu'on voit là? On voit dans genre un frame. I mean, he's a guy with a white hair and a beard. Nah, it's not him. Non, c'est pas lui. Les lunettes me throw off, mais je pense pas que c'est lui. Autre Netflix release, dernier trailer pour aujourd'hui. En fait, dernière pièce de média pour aujourd'hui. Spaceman! Qui sort... c'est quand que ça sort ça? Le 1er mars sur Netflix. Ça m'en vedette Adam Sandler, Paul Dano, qui d'autre? Carey Mulligan. Half of the Eurospace program, 189 days into your solo journey. Commander Prohatska, how are you feeling? What I'm doing is for everyone back home, and that makes me very proud. And your wife Lenka, of course. I'm sure she's looking forward to having you home safe and sound. He's not doing well. Damn, c'est un film sérieux venant de Adam Sandler, one of the rare ones. And he shouldn't have left. Mm. 6 months in isolation. You start thinking too much. I'm getting interference. I did not intend to frighten you, skinny human.
Do not be afraid. I'm losing my mind. This is bizarre. You wish to know if I am real. I am like you, an explorer. Your loneliness intrigued me. Why are you here? I might be of help. I wish to assist you in your emotional distress. I don't need your help. But you do. You go where I go, and I go where you go, right, Spaceman? These are your thoughts. I am simply finding them with you. Everything that begins must end. I'm not allowing that. You go where I go, and I go where you go. I just want to come home. Ça a l'air vraiment pété comme film. Genre Interstellar. Mais plus fucké, genre. Ouais, Interstellar, but it's Adam Sandler? Question mark? Je sais pas. Je sais pas. Mes amis, c'est ce qui termine la VIICTIIMINUTE d'aujourd'hui. Hey, pour moi qui était comme, hey, slow news day. Machin chouette. Malgré les 10 000 péripéties qu'on a eues. 3-hour show today! Yes! Quand même. Mais c'est le temps de end this train wreck parce que aujourd'hui, it's been a weird start to the day. Mais je vous remercie quand même d'avoir été présent malgré whatever happens ce matin. Ça a été un stream assez particulier. Pet de victim. Oh là là. Fait que on se revoit demain. Finalement, demain il va y avoir un stream là, vu que j'ai pas update des PC. Fait que je vais être là demain. Fait qu'on va avoir une semaine complète là à 5 streams. Fait qu'au moins ça c'est encourageant malgré toute la confusion que ça a amené ce matin. Demain je vais être là pour couvrir d'autres actualités dans le monde du jeu vidéo et du divertissement comme je le fais à chaque matin. N'oubliez pas qu'on stream en simultané sur YouTube et Twitch. Ça, ce qui fait en sorte que les rediffusions sont maintenant à 2 différents endroits. Vous pouvez avoir le show en rediffusion sur Twitch, bien basic, ou encore vous pouvez l'avoir sur YouTube avec les timestamps. Fait que s'il y a un sujet que vous avez manqué ou un sujet que vous voulez voir en particulier, c'est timestampé. Fait que vous pouvez click through puis écouter le show à votre guise, tout dépendamment des sujets qui vous parlent. Et si vous êtes plus une personne qui tripait sur les audio podcasts, eh bien le show est aussi disponible en version podcast avec les timestamps également. Donc check that out au travers des différentes plateformes. Pour ma part, ce soir, I think it's gonna be more Prince of Persia parce que that game is so good. Je dois aussi préparer more Game of the Year Roundup stuff là, pour la semaine prochaine. Fait que là, la semaine prochaine, mardi, il n'y aura pas de stream. Le Roundup, on fait ça quand? Mercredi? Oh boy. Mon horaire de vie là is in shambles. I don't know what else to tell you. Tout de même, n'oubliez pas de suivre mes réseaux sociaux pour rester à l'affût de ce qui se passe justement par rapport à mon horaire de stream, etc. Fait que sur ça, on va aller raid Monsieur Luduc qui joue à Grand Theft Auto San Andreas. There you go. Fait qu'embarquez dans le raid si vous voulez voir Monsieur Luduc jouer à Grand Theft Auto San Andreas pour son stream du midi. Et nous on se revoit demain matin 9h pour continuer notre couverture de tout ce qui touche les nouvelles. Bonne journée!